Bonjour et bienvenue dans À travers champs, 7ème émission. On est toujours en direct du studio du Siècle Vert dans le salon de l'agriculture Pavillon 4 et je suis toujours accompagné de Camille Garcette. Bonjour Camille. Bonjour Lucas Bière, pardon. Ça va aller, ça va commence bien bien, se passer. ça commence super bien. D'ailleurs, aujourd'hui c'est la journée internationale du compliment Camille et je dois vous dire que vous avez de très très belles chaussettes. Merci, et bien écoutez, vous êtes doux, voilà. Au programme d'À travers champs aujourd'hui, Richard Orlinski, DJ, auteur et sculpteur surtout, sera avec nous à 11h30. Il a préparé un nouveau spectacle, c'est son premier spectacle de stand-up, Tête de con ça s'appelle, il sera là avec nous donc pour en parler. Et la présidente de la commission nationale du débat public, Chantal Joanneau, sera également avec nous à 11h pour répondre aux questions de Yanis Darras. Camille, comme depuis samedi, producteurs et productrices viendront présenter leurs produits sur notre plateau. Et aujourd'hui, 2 régions de nouveau sont mises à l'honneur. On part d'abord en Outre-mer. Oui, on part en Guyane, en Amérique du Sud, pour goûter un peu ces saveurs exotiques, vous savez, celles qui font un peu frétiller le palais. Et puis on retournera directement en France, dans la région Centre-Val de Loire, de régions très différentes, mais qui justement proposent des produits très variés. Et j'espère surtout qu'on va goûter, Lucas. C'est sûr même. Et dans quelques instants, Hugo Franceschi sera avec nous sur notre plateau. Il sera avec Monsieur Periquet, qui est président de la Fédération française de volaille. Et il sera avec un canard très particulier. Vous verrez ça dans quelques instants. On sera en duplex également avec Alban Gamet de Saint-Germain, Dimitri Hainaut et Mélodie Sforza tout au long de l'émission. Ils seront juste en face du plateau dans quelques instants pour vous parler d'un battle de cuisine. N'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission au hashtag Siècle Vert sur Twitter pour poser vos questions à Chantal Joanneau et Richard Orlinski. À travers champs 7ème édition, ça commence tout de suite. Et on retrouve Camille, Manon Blangis pour un petit récap d'hier. Pas un petit récap, un récap tout court d'ailleurs. Mais... Oui, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on ferait sans Manon Blangis? Je ne sais pas. Vous, comme d'habitude, vous avez résumé encore la journée d'hier, le 6e jour déjà du salon. Ça passe très très vite. Bon, déjà, bonjour Lucas Bière et bonjour Camille Garcette. Alors hier c'était le tour de Marine Le Pen d'arpenter les allées du salon et elle était accompagnée de Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement National aux Européennes, et de Thierry Mariani sur la liste également. On peut donc dire qu'ils ont fait un peu campagne, mais comme tous les politiques en fait qui passent par le salon. Alors elle n'a pas hésité à caresser les vaches ou à discuter avec les jeunes agriculteurs, mais évidemment elle a surtout lancé des petites piques quand même au président de la République, Emmanuel Macron, en expliquant qu'il multipliait les mensonges et les promesses qu'il ne tient pas. Elle s'est même posé la question, Macron va-t-il alstomiser l'agriculture française? Voilà, donc elle faisait référence à la fusion avortée Alstom-Siemens et elle défend en tout cas un patriotisme agricole et l'exception agriculturelle. Et pour les visiteurs, comment ça s'est passé? Eh bien, hier, ils pouvaient assister à une démonstration de tonte des ovins. Alors, les ovins qui sont en fait juste des moutons, voilà. Ça a commencé à 18h hier et les visiteurs pourront encore y assister aujourd'hui ou même ce week-end. Et pour les exposants, la gendarmerie nationale est présente depuis le début du salon pour sensibiliser en fait les éleveurs aux premiers gestes de prévention des vols sur leur exploitation. Et hier matin, par exemple, ils ont rencontré des lycéens agricoles. Et en fait, ça faisait 3 ans que la gendarmerie n'était pas venue au salon de l'agriculture. Eh bien, bon retour à eux en tout cas. Oui. Merci Manon Blangis. Merci beaucoup Manon pour ce récap de la veille. Et on est avec Camille Garcette de nouveau qui est avec Hugo Franceschi et un canard. Bonjour. Oui, voilà. Est-ce que vous voyez actuellement comment je suis? Eh bien, c'est un peu le stress qui m'envahit. Écoutez, oui, on est avec un canard et on est avec Hugo. Hugo, vous avez ramené une belle bête aujourd'hui et vous êtes avec quelqu'un qu'on a déjà vu ici. Donc, je vous laisse le présenter, Hugo. Ah, tout à fait. Voilà, il s'agit. Un micro est toujours utile sur un plateau télé. C'est vrai que c'est plus pratique pour parler sur un plateau. Mais tout à fait, voilà. Donc, Monsieur Periquet, vous êtes donc aujourd'hui chargé un peu de l'entretien et de la surveillance aussi de ces volailles sur le salon de l'agriculture, ici au pavillon 4. C'est à quelques mètres de notre plateau. Et aujourd'hui, vous êtes avec un canard huppé. C'est bien ça? Tout à fait. C'est une femelle d'ailleurs, canard huppé ou canne huppé. Et ce canard huppé, justement, on peut en retrouver donc sur le pavillon numéro 4. Et il s'avère que ce canard huppé est donc une femelle qui a obtenu une note de 95 pour le salon de l'agriculture. 95 sur 100, on le rappelle. Est-ce que c'est une bonne note? Oui, 95 sur 100 pour nous, c'est une note très bonne même, donc, parce que cet animal correspondait tout à fait, d'après le juge, au standard de la race.
Et pour le coup, une note de 95, alors c'est sur 100, donc forcément on se dit que ça équivaut à un 19 sur 20 ou à quelque chose comme ça. Mais vous m'expliquiez tout à l'heure que en dessous de 90 ou même à 90, la note n'est pas si terrible que ça au final. C'est pas une si bonne note. Nos notes vont de 90 à 97. Donc 95 à 97, c'est très bien. 90, c'est déjà nettement moins bien. Cependant, ça peut descendre à 0 carrément. Quand un animal disqualifié qui a un gros défaut, c'est 0. Et les animaux qui font 0 ou 90, on les retire de la vente afin de tirer la qualité vers le haut. Et des canards UP comme ça, vous en avez vendu beaucoup depuis le début du Salon de l'Agriculture ? Alors au Salon de l'Agriculture, je crois qu'il y a seulement 2 canards UP de présents, un mâle et une femelle, si mes souvenirs sont bons. Très bien. Et J'avais une question. oui, dites-moi, Kaby. Canard UP, c'est justement à cause de ce qu'il a sur la tête, c'est ça? Voilà, effectivement, son nom est évident. C'est à cause de la huppe qu'il porte sur la tête. Est-ce qu'il est gentil ce canard? Je peux le toucher ou pas? Vous pouvez le toucher, oui. Oula, c'est bon. Un canard, c'est bon. ça s'apprimoise moins bien qu'une poule, évidemment. Mais il est particulièrement doux d'ailleurs, ce canard. Et Ouais. ses plumes, au-delà d'être douces, elles ont aussi, j'imagine, des qualités aussi qui l'aident à sa survie, à l'entretien de sa santé aussi. Oui, son plumage doux vient du fait que les canards ont un plumage imperméable par rapport aux intempéries et à la pluie. Et le canard enduit ce plumage à l'aide d'une glande avec de la graisse qu'il a près de la queue. Et quand vous voyez que le canard lisse son plumage toute la journée, c'est ce qu'il fait, ça le rend imperméable. Et ce canard, vous me disiez aussi tout à l'heure, ce n'est pas un canard naturel en fait. C'est une race de canard qui a été génétiquement modifiée. Oui, c'est un canard domestique, donc comme tous les animaux domestiques, la main de l'homme est passée par là. Pour sélectionner une telle race au début, c'est tout simple. Parmi des canards ordinaires sont apparus des canards avec quelques petites plumes sur la tête. Donc en sélectionnant ces animaux, en les accouplant entre eux, on est arrivé à ce canard huppé. Et en fait, la petite touffe qu'il a sur la tête, ça lui apporte de la valeur, ça lui apporte du prestige en fait. C'est bien ça ? Voilà, cette petite touffe, cette petite huppe sur la tête est tout à fait jolie et c'est assez rare comme race. C'est pas du tout utile pour son environnement de vie ou quoi que ce soit, c'est juste pour le style un petit peu. Cette huppe n'a aucune utilité, à D'accord. part la beauté. Hein. Très bien, c'est ce que je pensais alors, c'est bien ça. Merci beaucoup Camille Garcette, merci Hugo Franceschi, merci Monsieur Periquet d'avoir apporté ce canard. Camille, vous avez quelque chose à dire? Oui, je voulais savoir s'il était vendu parce que je pense qu'il y a eu un petit feeling, là je sais pas si vous avez vu. Si, quand vous l'avez caressé, oui, effectivement. Ouais. Et elle s'appelle comment au passage ? Non, les animaux qui sont ici, en général, n'ont pas de nom. Hein. C'est pas comme les vaches ou les chevaux, parce que les volailles se reproduisent beaucoup et on peut pas s'amuser à donner un nom à chacun. Cependant, dans certains élevages, il y a des animaux préférés et ceux-là ont un petit nom. En tout cas, on pourra l'admirer au pavillon 4, Lucas. Donc merci à vous, François Periquet, merci à vous, Hugo Franceschi. Merci beaucoup Camille Garcette. Camille, c'est le moment de présenter la première région d'aujourd'hui et on pense donc à la Guyane. C'est la Guyane. On est avec Manon Blangis. Rebonjour. Exactement. Rebonjour. Et d'abord un peu d'histoire et de géographie. La Guyane qui se trouve en Amérique du Sud et la présence française, en fait, il devient durable qu'à partir de 1643. La Guyane est alors une colonie esclavagiste avant la Révolution et l'abolition officielle de l'esclavage. Mais rebelote pour la Guyane en 1797 qui devient une colonie pénale avec l'installation du bagne évidemment à Cayenne jusqu'en 1946. Plus joyeusement, le nom de Guyane est amérindien et signifie terre d'eau abondante en arawak. Voilà, donc c'est une langue amérindienne et c'est en référence en fait aux nombreux fleuves qui irriguent la forêt amazonienne. Et donc un homme important pour les colonies d'origine guyanaise, il Voilà. s'appelle Félix Éboué.
Voilà, il est né à Cayenne en 1884 et il s'oriente tout de suite vers l'administration des colonies africaines. Alors il devient rapidement gouverneur de la Martinique, de la Guadeloupe, du Tchad, puis gouverneur général de l'Afrique équatoriale française. Alors évidemment tout ça successivement, hein, pas en même temps, sinon ce serait un peu compliqué. Mais en tout cas, sa particularité, c'est qu'à l'inverse de beaucoup de gouverneurs, il prône une politique coloniale qui lui donne le rôle en fait plus d'un humaniste, puisqu'il protège la culture africaine et les populations. Alors par exemple, pas pour la population africaine là, mais en Martinique, il a cherché à atténuer les antagonismes entre blancs, noirs et métis. Et c'est grâce à lui également que le Tchad se rallie à la France libre après l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1840, ce qui donne un appui considérable à la France. Malheureusement pour lui, il meurt à peine quelques jours avant la libération. Et ce n'est pas la seule personne que l'on connaisse qui soit née à Cayenne. Et oui, Henri Salvador est également né à Cayenne, voilà. Henri Salvador qui est chanteur, compositeur et humoriste. Il commence même sa carrière dans des groupes de jazz. Et il écrit ensuite des chansons pour un public beaucoup plus large. Et peut-être que vous en connaissez une. Est-ce que votre mère, par exemple, vous chantait Le loup, la biche et le chevalier? Non. Alors c'est plus connu sous le nom de Une chanson douce. Ah oui, voilà. d'accord, ok. Ouais. Là tout de suite, évidemment, oui. Exactement. Et il se met aussi à écrire, par exemple, un disque parodique avec ses amis Boris Vian et Michel Legrand, qui s'appelle Henry Cording and His Original Rock'n'Roll Boys. Et évidemment, en fait, ils prennent de faux noms. Henry Cording pour Henri Salvador, Mick Bike pour Michel Legrand et Vernon Sinclair pour Boris Vian. Tout ça, ce sont des jeux de mots, hein, et le but est simple, en fait, c'est parodier le rock'n'roll. Et pour la petite histoire, avec la première édition de ce disque, personne ne savait en fait qui se cachait derrière les pseudonymes. Bon, et bien merci beaucoup, Merci Madame Blangis pour cette petite présentation donc de la région de la Guyane. Camille, Bastien Cochet vient de nous rejoindre sur le plateau. Et oui, avec des produits sur la table, et ça me donne déjà envie, Bastien. Bonjour Lucas, bonjour Camille. Donc nous sommes ici avec Bernard Boulanger, qui est donc directeur de Délices de Guyane. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que Délices de Guyane? Oui, juste un petit mot que je peux rajouter sur la Guyane. La Guyane, c'est 85 000 km². C'est la surface du Portugal avec 300 000 habitants. C'est-à-dire très peu de monde et des surfaces cultivées très très faibles. Alors... Et d'ailleurs, très peu de monde, et on a été assez surpris parce qu'en fait vous êtes le seul stand qui représente la Guyane au Salon de l'Agriculture cette année. Voilà, bon, simplement c'est un concours de circonstances, c'est parce que la Chambre d'agriculture, ils étaient en élection et que comme le président n'était pas sûr d'être réélu, donc il n'a pas voulu s'engager. Parce que pour nous, c'est des frais très importants quand on arrive de Guyane pour venir ici sur le Salon d'agriculture. En tout cas, heureusement que vous êtes là et on est très content de vous recevoir. Voilà, écoutez, ça fait d'abord très plaisir d'être là. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on transforme beaucoup de fruits, de piments. Et il faut savoir qu'en Guyane, 40% des fruits que l'on va utiliser, c'est des fruits de jardin, parce qu'il n'y a pas de culture intensive et que si on n'avait pas ça, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on fait. On utilise aussi des fruits sauvages comme le parépou que j'ai amené, qui est un fruit de palmier. Et en fait, il y a une saison par an, donc on est obligé pendant cette saison-là, nous on ne fait que ça dans l'usine, on ne fait que du parépou. Et c'est des produits qui sont conservés simplement dans de l'eau salée, il n'y a pas de conservateur, donc on peut les utiliser, mais sur une date assez limitée. En général, c'est 18 mois à peu près qu'on préconise. Alors justement, je vois qu'on a plusieurs produits ici. Vous nous avez ramené des piments, de la confiture. Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu ce qu'on a ici? Alors ici, la base de ce que nous faisons, c'est à base de piments. Ce sont tout ce qui est condiments. Donc on fait des recettes. Nous, tous les piments sont travaillés à la main. On va les équeuter et on va les classer par couleur. Le rouge, le vert, le jaune. En fait, c'est simplement parce qu'on n'a pas les mêmes saveurs et on n'a pas le même piquant suivant la couleur du piment. Un piment rouge est très fort, un piment vert est moins fort, un piment jaune a un parfum très différent. Donc on va les travailler par couleur et on va les travailler avec des fruits différents, que ce soit de la papaye, de la mangue. On fait aussi des sauces, ce qu'on appelle la sauce créole, la sauce chien chez nous, qui est une sauce spécialement pour le poisson. Et en fait, on fait tous nos produits à base de produits frais et de produits de Guyane. Et justement, je crois que vous avez créé un petit système pour que les gens se repèrent sur la force du piment.
Je crois qu'on peut le voir sur Voilà. les pots. Alors, sur le pot, on a mis 5 piments et plus vous avez des piments rouges, plus c'est fort. Donc là, pour le consommateur, c'est beaucoup plus simple de se guider pour pouvoir savoir ce qu'il aime et s'il aime très fort, pas fort. Alors, on a ce qu'on appelle un piment végétarien. Alors, le piment est végétarien, mais c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. C'est un piment qui a toutes les saveurs du piment, mais qui pique pas du tout. Donc ça part du piment végétarien jusqu'au piment rouge. On a une gamme d'environ 19 produits différents. Alors vous faites aussi un produit qui s'appelle le Toco. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est le Toco? Alors le Toco, en fait, c'est une marque, chez nous, c'est presque une référence. On dit plus je veux du piment, on dit je veux du Toco parce que c'est devenu une marque très très forte. Le Toco, c'est un oiseau en Guyane, tout simplement, et on lui a donné un peu parce que c'est un oiseau un peu fort et c'est pour ça qu'on a appelé cette gamme Toco. C'est toute la gamme de condiments qu'on appelle Toco. Et je crois aussi que tous les produits sont véganes. Alors tous les produits sont véganes parce qu'on n'utilise que des légumes et je vous dis tout de Guyane. Donc ça c'est très important aussi. Bien, merci beaucoup Bastien Cochet. En tout cas, je sais que nous on est venu goûter un peu hier aux produits, notamment au piment végétarien. Moi j'y ai goûté et je dois dire que c'est vraiment très très bon. C'est vrai que ça a un très bon goût et ça a l'avantage de ne pas piquer. Hier Camille Garcette s'était un peu brûlé la langue avec les piments réunionnais. Mais en tout cas, c'est vraiment très très bon. Donc merci beaucoup Bastien Cochet, merci Bernard Boulanger. Oui, merci beaucoup. Dans quelques instants, on sera toujours avec Bernard Boulanger pour donc parler de la boisson, cette fois-ci, de la Guyane. Donc tout ça, c'est dans quelques instants. Restez bien avec nous. On va juste changer les produits. On la laisse comme ça et si c'est possible pendant l'interview de la sortir de son écran. Ouais. Ça c'est une liqueur d'hibiscus mais avec de l'or pailleté là-dedans. C'est de l'or comestible. Mais c'est de l'or de vrai or. Je savais pas qu'il y avait de l'hibiscus qui poussaient en... C'est vrai que c'était vraiment pas jamais. Les moissons qui ont extrait ça et vraiment il y en a. C'est une plante qui est quand même très prisée. Pour l'avoir bien, tout le colorant qu'il faut. Toujours en direct depuis le stand du Siècle Vert au pavillon 4 donc du Salon de l'Agriculture et vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag Camille. Siècle Vert. Siècle Vert toujours. Et on est maintenant avec Hugo Franceschi qui nous a rejoint pour parler boisson de Guyane. Oui, bonjour les garçons. On est toujours avec Bernard Boulanger qui vient, on continue un peu notre tour des saveurs guyanaises. Et cette fois-ci, on fait un petit voyage un peu plus éthylique, j'ai envie de dire, puisque là, cette fois-ci, on va parler de rhum, de sirop, de tout un tas de produits. Alors, expliquez-nous un peu, Bernard Boulanger, que produit le Délice de Guyane? Alors, je vous disais tout à l'heure, on produit plusieurs gammes de produits, des condiments, les confitures, et on produit aussi des sirops et des punchs, mais toujours à base de produits frais. Donc c'est la particularité de ce qu'on fait, il n'y a pas de conservateur et c'est qu'avec des fruits frais qu'on fait les sirops ou les punchs. Donc ce sont des fruits qui sont, comme vous le disiez à Bastien Cochet tout à l'heure, qui sont soit sauvages,
soit qui viennent vraiment des jardins. Il n'y a pas de grands champs d'agriculture pour ces produits-là. Ah non, du tout. Et en fait, bon, alors ce qu'il y a, c'est que le maracuja au gingembre, le gingembre, il y en avait très peu en Guyane. Alors il faut savoir qu'en Guyane, on a un gingembre qui est très particulier. Il est très bon. Il est moins piquant qu'en Asie et surtout il n'est pas filandreux. Il est excellent au goût et on peut on fait des produits extraordinaires avec. On l'utilise aussi bien dans les condiments que dans les sirops ou même les punches. D'accord, parce que vous faites donc des punches, des sirops avec tous ces produits-là, mais vous faites également du rhum aussi, si j'ai bien compris, mais vous ne faites pas tous les types de rhum. Non, en fait, alors il y a une distillerie en Guyane et nous utilisons le rhum de Guyane et nous on va en faire des produits un peu différents. Alors on vend du rhum blanc classique, mais surtout on va faire des punches, on va faire des liqueurs, on va faire beaucoup de choses avec le rhum pour pouvoir en faire, le valoriser au maximum. D'accord. Et puis en même temps, c'est vrai que vous êtes le seul stand de la Guyane, donc la seule occasion pour nous de boire du rhum ou du punch guyanais. Et aussi, j'avais vu sur votre site internet, donc délicesdeguyane.com, qu'il y avait le punch et il y avait le push. Je ne sais pas si je le prononce bien. Oui, Quelle est la différence entre les deux? Alors le push, c'est un bag de 1,5 litre, mais c'est la même chose qu'il y a dedans. D'accord. En fait, c'est le packaging qui change en fait. C'est comme un peu un cubi pour voilà, du vin. c'est un cubi, voilà. Et le punch, en fait, c'est des mélanges tout faits avec un peu de sucre de canne, du rhum et un fruit, ça dépend du fruit qu'on va utiliser. Là, on voit sirop de gingembre, cocktail gingembre ou sirop de fruits de la passion. Mais on voit aussi punch planteur. C'est quoi punch planteur? Alors, punch planteur, c'est un punch, en fait, chez nous, très prisé. C'est fait à partir de fruits un peu différents, comme la goyave. On a toujours, généralement, un agrume et une goyave qui adoucit un peu. Donc là, vous avez du jus de goyave, vous avez du jus d'orange et du rhum, avec du sucre de canne. Mais là aussi, il y a des sirops et je voulais savoir, ça marche vraiment comme la grenadine avec de l'eau ou justement c'est plus particulier? Alors, ça se boit avec de l'eau, ouais. mais chez nous, on le boit beaucoup avec du rhum. C'est-à-dire qu'on va... Je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Voilà, c'est-à-dire qu'on utilise souvent ces sirops pour faire des punches avec, c'est-à-dire qu'on part du sirop et on va mettre du rhum et on va en faire un punch. Et tout à l'heure, vous parliez donc de produits qui étaient végétariens ou véganes. Est-ce qu'on peut trouver, pareil, des punches ou du rhum vegan? Ah bah oui, puisque là, en fait, il y a que c'est que des plantes qu'il y a dedans. Il n'y a pas de produits qui viennent de l'animal du tout. Merci beaucoup Bernard Boulanger d'être venu. Merci Hugo Franceschi, merci Bernard Boulanger d'être venu présenter donc vos produits. Je rappelle que donc vous êtes le seul stand qui représente la Guyane et on peut vous retrouver où précisément donc? Alors on est sur le hall 5.1, c'est le D031 et il faut savoir que depuis un an on a ouvert aussi une boutique à Paris dans le 18e où on vend tous nos produits parce que bon, le fait qu'on arrive bien après les autres, oui. C'est plus compliqué pour la Guyane, donc on essaye de se développer et d'apporter quelque chose ici à Paris. Très bien, c'est rue des Martyrs, c'est bien ça? Rue des Martyrs dans le 18e. Voilà, 83 rue des Martyrs dans le 18e. C'est noté. Merci beaucoup Bernard Boulanger, merci Hugo Franceschi. Dans quelques instants, nous serons en direct avec Dimitri Hainaut, Alban Gamet de Saint-Germain et Mélodie Sforza. Et Dimitri Hainaut, juste avant, fait un petit passage sur notre plateau. Bonjour oui, Dimitri. Voilà, bonjour Lucas, bonjour Camille. Bonjour à vous aussi, merci pour les produits, j'en profite. Voilà, comme vous le savez, on fait les duplex avec Mélodie Sforza et Alban Gamet de Saint-Germain. Et aujourd'hui, on a décidé de pas trop se fatiguer. On a couru un peu partout. Et du coup, on va être juste en face. Oui, il me semblait bien que vous n'étiez pas très loin aujourd'hui. Oui. On n'est pas très loin aujourd'hui exprès. On est juste en face avec les producteurs, le pavillon de France, pardon. Et il y a pas mal de choses à découvrir. Et justement, on va y aller. On va découvrir tout ce qui se passe là-bas. Allez-y, Dimitri. On va venir avec tout le matériel qu'il faut. On va partir. Il y a déjà Alban Gamet de Saint-Germain qui est déjà installé là-bas. Voilà, on va suivre, on vous fait visiter en même temps le salon, on profite dingue, avec le monde qui passe. Voilà, dingue. On va venir, Alban Gamet de Saint-Germain, vous êtes déjà accompagné avec quelqu'un qui s'occupe du pavillon justement. Oui, Dimitri, je suis avec Philippe qui est vice-président donc, de l'association France Filière Pêche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors l'association France Filière Pêche est une association qui a été créée au départ par les producteurs
par les producteurs qui voulaient en fait faire vraiment identifier la production française. Et donc, avec le soutien de la grande distribution, nous avons créé cette association. Et aujourd'hui, c'est devenu un lieu incontournable pour mettre en avant nos produits issus d'une pêche durable et responsable. Et la marque Pavillon France, c'est une marque justement qui doit être reconnue comme une marque responsable. Voilà. Merci Philippe, on va aller avec Dimitri, on va aller voir ce qui se passe parce que il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses. Qui a le privilège de passer derrière le bar? Eh ben allez, je vais passer si derrière. on a l'autorisation du patron. Hop. Voilà, Alban qui a la chance de passer derrière. Vous voyez, il y a des activités tous les jours, notamment des batailles entre guillemets, des petits battles entre différentes personnes sur des produits. Voilà, on va essayer de se frayer un petit chemin pour vous montrer ça. Alors voilà, le duplex est là. Exactement. Voilà, alors on arrive en plus un la peu fin en des retard produits avec super Fred et sur place. Sébastien. Voilà, vous voyez, il y a différents produits. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bien sûr, l'espace Pavillon France, la marque des produits de la pêche française. On a le plaisir de vous proposer cette méga battle avec Chef Damien de 750 grammes, avec Alban de Eat Me Baby et Christophe de Marmiton, qui sont des sites référents. À partir du moment où on cherche une recette de cuisine, en général, on atterrit directement sur leur site. Il y a des tutos, il y a des recettes par milliers, il y a l'avis des internautes fidèles également, qui donnent leur avis sur la facilité de réalisation de la recette ou sur les qualités gustatives. On ne peut pas se passer d'eux. Et alors ça sent très très bon. Je ne sais pas si Dimitri vous sentez. Oui, ça sent oui, hyper bon. Oui. Qu'est-ce qu'ils sont en train de cuisiner? Chef Damien est parti sur une base de bouillabaisse. C'est sa came aujourd'hui, c'est son truc. Il avait envie de vivre cette bouillabaisse parce qu'a priori il est allé dîner quelque part hier et il m'a confié que la bouillabaisse n'était pas semblable à ses attentes. En tous les cas, elle n'était pas tout à fait à son goût, alors il a envie de faire une séance de rattrapage. Pour Alban, Alban a commencé une petite brunoise de légumes, de petites carottes, de poireaux, et Alban aime la crème. Et là, lorsqu'elle a versé la crème, il y a eu comme une petite émulsion absolument magique. Il y a un côté très très gourmand, donc ce sera une lotte sautée avec cette émulsion, cette brunoise de petits légumes crémés. Quant à Christophe, Christophe a caché sa recette pendant un petit moment, il vient de la dévoiler. Il est parti sur une lotte panée, vous savez, avec les céréales que prennent les enfants et parfois les plus grands au petit déjeuner. C'est ce qu'on appelle des cornflakes, hein, on peut dire le nom, tout simplement, des cornflakes. Voilà, et puis il adore travailler la carotte parce que dans la carotte, il y a du sucré, il y a de la couleur, il y a des carottes jaunes, il y a des carottes oranges, il y a des carottes violettes, ça fait une jolie harmonie, ça fait de jolis tableaux de couleurs. Et puis je l'ai vu s'emparer d'un maracuja, d'un fruit de la passion pour apporter un petit côté aigre doux, une petite acidité. C'est un bonheur. Et j'espère que vous allez goûter l'équipe. Alors, on a très envie de goûter tout ça. On rappelle donc, aujourd'hui, le défi, c'était de cuisiner avec de la lotte. Hein, c'est ça. Alors, la lotte, elle vient d'où? C'est une lotte de Normandie, fraîcheur mer. Et c'est donc un beau poisson Pavillon France. Donc, on essaie de sublimer ces beaux poissons, de faire en sorte de les travailler de façon différente, de les faire voyager avec des épices ici. Et on est parti aussi sur les fruits de la passion, je crois, que Christophe a utilisé. Donc voilà, un magnifique poisson. Juste montrer que simplement, on peut le cuisiner rapidement à la maison, on n'a pas besoin de grand chose. Ici on est sur un salon, ils ne sont pas à la maison, ils n'ont pas l'habitude de travailler ici et ils ont réalisé 3 recettes totalement différentes avec des produits simples. Alors peut-être pendant que Dimitri va s'occuper de... Je vais me sacrifier. Voilà, vous allez goûter, ça va être très difficile. Ah, ça va être très difficile, oui. Comment s'est déroulé ce challenge? Ils avaient combien de temps pour le faire? Est-ce qu'il y avait des consignes particulières? Oui, alors on a une battle qui est assez habituelle, qu'on anime maintenant chaque année. Les notations sont toujours la même chose. La première chose, c'est l'organisation et l'hygiène. Ils essayent de travailler proprement, le respect des produits, ne pas gaspiller, bien maîtriser, faire attention à la ressource. On essaye de faire attention sur la ressource du poisson depuis la pêche, mais aussi jusqu'en cuisine. Donc là, on a fait attention à tout cela. Et ensuite, on a une note sur la cuisson, le respect des saveurs, les assaisonnements. Ça, c'est la partie maintenant. Et bien sûr, la partie visuelle, parce qu'on commence à manger avec les yeux. C'est ce que vous avez commencé à faire. Exactement. Ça vous a donné envie. Là, j'ai les yeux qui pétillent. Je ne sais pas par où attaquer, en fait. C'est vrai que c'est très très beau. C'est vrai. Il est temps de passer à la dégustation.
Voilà, alors pendant que nous, on va goûter à ces 3 plats que vous pouvez voir hein, avec les images de Julie qui sont très très beaux, c'est très bien présenté. Juste ça, ça donne envie. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Bon alors dites-nous messieurs quel goût ça a, parce que vraiment on a Dimitri très envie de savoir en fait. Qui va goûter. Donc je crois Dimitri que vous goûtez le plat de Damien. Depuis notre stand à nous, on sent l'odeur du stand. Je vais aller voir Damien, c'est ça Christophe, pardon, Damien, donc c'est à droite. Christophe, qu'est-ce que vous avez mis dans votre recette? Alors en fait, j'ai fait une petite poêlée de carottes avec de la mangue et des fruits de la passion et un tout petit peu d'épices, histoire de vraiment relever la chose. Et pour la lotte, je l'ai cuite rapidement au dernier moment, légèrement panée avec un mélange d'oignons frits et de cornflakes, tout simplement. Alors Dimitri qui est en train de goûter, qui a l'air ravi. On va aller voir Alban. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont une bonne mémoire, Christophe est déjà venu sur Fréquence ESJ. Il était venu il y a 1 an pendant une de nos émissions. Alors, je suis avec Alban. Alban, donc votre blog c'est Eat Me Baby, si j'ai bien compris. Et alors, votre recette, qu'est-ce que vous avez mis dedans? Alors, donc j'ai fait une lotte poêlée avec une petite sauce crémée à base de brunoise de légumes et de soupe de poisson et une poêlée de légumes d'hiver. Voilà. Très bien, eh ben, on va goûter alors que on va continuer à goûter tranquillement. On va vous rendre l'antenne, Lucas et Camille. On vous rend l'antenne, nous on goûte et on viendra vous dire ce qu'on en a pensé. Ça marche, on vous verra tout à l'heure. Alors merci beaucoup Dimitri Hainaut, Alban Gamet de Saint-Germain et Mélodie Sforza qui n'était pas encore là. Là c'était Julie Decletti qui filmait. Donc merci beaucoup à vous tous. Camille Carcet, vous êtes avec Alexandra Delbo et son invité aujourd'hui. Ah oui, vous avez pas de micro, tiens. Bah je vous amène. Si, vous avez un micro. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Voilà, on attend, d'accord. Mais il faut parler, il faut le dire. Exactement, Voilà. Julie Decletti qui était partie filmer en fait le duplex je vous ai fait juste des avant. petits clins d'œil, mais et qui vient de revenir. ça n'a pas marché. Voilà. Mais oui, Julie qui est de retour, donc on va pouvoir avoir une image sur ce qu'on a posé sur la table qui est assez intriguant. Donc, excusez-moi, j'ai perdu ma fiche. Moi, c'est Christophe Naudin. Christophe Naudin, excusez-moi, président APAD Sud-Bassin parisien, si je ne me trompe pas. Et vous allez parler aujourd'hui d'agriculture de conservation des sols. Alors d'abord, on va exactement se focaliser sur ces 2 pots. Donc on voit que la turbidité n'est pas exactement la même. Quelle est la différence et comment expliquer cette différence entre les 2? Alors la différence en fait c'est qu'à gauche on a un sol en agriculture de conservation des sols qui n'a pas été travaillé, labouré, biné, déchaumé mécaniquement je veux dire pas depuis 6 ans, et à droite on a un sol qui est travaillé en agriculture conventionnelle, enfin qui est travaillé de façon le plus souvent possible par des outils mécaniques. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre justement du fait que là la terre tombe beaucoup plus qu'ici? Alors ce qu'on peut comprendre, c'est que justement le sol, quand il n'est plus travaillé, est tenu par des racines et par la colle du sol. Cette colle qui permet d'éviter l'érosion des sols, alors qu'un sol qui est travaillé et déstructuré par des outils mécaniques va s'éroder. Et notamment, là, ça, on a un très bon exemple du coup, par ce test, de l'érosion des sols qui peut être subite par des excès d'eau. Et qu'est-ce que provoque l'érosion des sols? L'érosion des sols, du coup, provoque une perte de terre, une perte du coup de sol pour l'agriculteur, pour les générations futures, une perte de fertilité des sols, et du coup, une diminution possible de l'alimentation pour demain. Et un autre des fondements donc, de l'agriculture de conservation des sols, qui est donc à mi-chemin entre le conventionnel et le bio, si je peux le dire comme ça, c'est... Je peux pas le dire comme ça? C'est un autre système agricole, c'est pas entre les deux, c'est totalement différent. C'est différent parce que ça n'utilise pas du tout donc, le travail du sol. Et il y a aussi une histoire de couverts végétaux, c'est ça? Vous pouvez regarder Camille. C'est des petites Tout graines. à fait, un couvert végétal. Comme là la motte de terre est encore couverte du couvert que j'avais chez moi. Et là, dans la petite plaque, c'est un couvert végétal. Donc on voit, il y a une quinzaine d'espèces dedans. C'est ce que je produis, du coup, ce que je sème dans mes parcelles et qui protège mon sol pendant l'hiver, enfin entre les cultures de production. Pour bien être clair, Alexandra, en fait là c'est vraiment les racines qui retiennent la terre de tomber, c'est ça? C'est pas seulement les racines, c'est aussi ce qu'on appelle la colle qu'il y a dans le sol. Donc c'est toute la vie du sol en fait qui structure ce sol et du coup qui le colle. Et qui maintient le sol en place. Parce et qui évite l'érosion des sols. On voit vraiment la différence qui est claire entre les deux pots. On voit la différence justement, on voit qu'ici les agrégats sont un petit peu plus gros et ici ils sont plus fins. Et justement on voit que ici la terre se tiendra mieux et sera plus résistante aux aléas climatiques. Et cette couverture aussi permanente des sols permet d'éviter l'évaporation de l'eau dans les périodes chaudes et permet de protéger le sol des aléas climatiques.
Et avec donc le non-travail du sol, donc le non-labour, le couvert, est-ce qu'il y a d'autres fondamentaux dans l'agriculture de conservation des sols? Tout à fait, donc comme on l'a dit, il y a le non-travail du sol, donc le semi-direct sous couvert. Ensuite, c'est la couverture permanente des sols par des couverts végétaux ou des mulches végétaux. Et le troisième, c'est la rotation et diversité des espèces cultivées. Et là, on fait des rotations beaucoup plus longues pour éviter les maladies principalement des espèces. Donc il y a plus de rotation et plus longtemps. Il y a plus de rotation, plus longtemps et du coup plus de biodiversité dans nos parcelles, qu'elles soient végétales mais aussi animales au niveau de la faune. Et cette rotation et cette diversification, ça permet d'éviter d'utiliser trop de produits supplémentaires, de produits phytosanitaires? Ça permet de diminuer justement l'utilisation de produits phytosanitaires et d'engrais car on restaure, je vais dire, la qualité des sols et la fertilité de ces sols. Écoutez, merci Alexandra, merci Christophe Naudin, j'espère que cette agriculture sera beaucoup plus commercialisée, si je peux dire ça comme ça, pour la sauvegarde de la terre tout simplement. Merci Christophe Naudin. Où est-ce qu'on peut vous retrouver dans le salon? On peut nous retrouver, donc nous, l'association LAPAD, sur le hall 4 au stand C013. Entendu. Merci Christophe Naudin, merci Alexandra Delbo. Camille, c'est le moment de passer à la deuxième région aujourd'hui, Centre Val-de-Loire, et on est avec Manon Blangis pour ça. Rebonjour. Rebonjour. Voilà, si je vous dis le Berry, l'Orléanais et la Touraine, c'est bien cela. Qu'est-ce que vous pensez? Vous me dites? Centre Val-de-Loire. Ah oui, c'est gagné. Au hasard comme ça. Parfait, très bonne réponse. Et bien le Centre Val-de-Loire qui s'appelait avant 2015 en fait tout simplement Centre. Et la région compte 6 départements et dont la préfecture est Orléans. Bien connu également le Centre Val-de-Loire pour sa cathédrale, et surtout Orléans pour la cathédrale où notamment Louis VI a été sacré roi des Français. Et je suis sûr que de grands noms sont nés dans cette région, comme dans toutes les régions d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et on va commencer par Honoré de Balzac, que j'espère vous connaissez bien. Hein. Oui. Voilà, parfait. Il est né à Tours en 1799 et est un des grands romanciers réalistes. Ça, on le sait, mais en fait, il était aussi journaliste, imprimeur et critique littéraire. Voilà, il a bien sûr écrit son immense fresque romanesque, La Comédie humaine, qui compte un peu plus de 90 romans. Donc c'est beaucoup de travail, j'imagine. Oui, et par exemple, il a écrit Le Père Goriot ou Eugénie Grandet. Mais il a également contribué à instaurer la protection des droits d'auteur. Et il était membre, en fait, dès sa fondation de la Société des gens de lettres. Et pour la petite anecdote, Balzac n'est pas né Honoré de Balzac, mais juste Balzac, sans la particule. Voilà. Et en fait, il a commencé à signer avec le nom Balzac uniquement en 1831. Et voilà. En 1831. Très bien. Bon. Oui, vous le savez, j'ai une culture incroyable et je sais que Gérard Depardieu est né à Châteauroux. Ah, c'est précis en plus, Châteauroux. Oui. Et bien Gérard Depardieu, oui, qui est acteur, réalisateur et producteur, mais également viticulteur dans la région juste à côté, voilà, dans les Pays de la Loire. Mais au niveau du cinéma, en tout cas, le comédien compte à son actif plus de 200 films et téléfilms, donc c'est énorme. Et il joue d'ailleurs dans des rôles très différents à chaque fois, puisqu'on a pu le voir dans Cyrano de Bergerac, par exemple, qui lui a valu un Oscar en 1991 pour l'Oscar du meilleur acteur, mais aussi, par exemple, dans Obélix. Hein, voilà, ou dans Les Valseuses, ou dans Tais-toi, ou dans ce genre de choses. Voilà. Un grand acteur. Mais merci Manon Blangis encore une fois. Merci beaucoup Manon pour cette présentation donc, de la région Centre Val-de-Loire. Et on retrouve Bastien Cochet de nouveau. Voilà. Vous avez l'air content de me revoir en tout cas. Je suis toujours heureux de vous retrouver Bastien Cochet. Pour cette fois-ci, vous avez un invité avec vous et on parle de... Donc qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est l'Authentique Pithiviers et nous sommes avec Gérard Bobet, qui est donc membre de la confrérie de l'Authentique Pithiviers. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors, je suis membre fondateur de la confrérie de l'Authentique Pithiviers, qui a été fondée en 1982. Et bon, j'étais le plus jeune à l'époque, maintenant c'est un peu moins le cas. Donc on défend la spécialité qui porte le nom de la ville, parce qu'elle est moins connue que la deuxième, qui est le feuilleté, qui a été inventé au XVIIIe siècle, puisque on retrouve des traces du temps des Carnutes, de galettes aux amandes. Dans un premier temps, c'était avec du miel, puisqu'il n'y avait encore pas le sucre raffiné qui existait. Et c'est devenu ce gâteau, donc c'est une crème d'amande, la préparation tout simplement. Et cette même crème d'amande, mise entre deux abaisses de feuilletage, c'est devenu le pithiviers feuilleté. Et le pithiviers feuilleté a une notoriété, il apparaît sur tous les livres de pâtisserie, parce que c'est devenu un traditionnel pour les examens de fin d'apprentissage, du fait de son décor particulier. Et alors pour ceux qui sont
assez mauvais en cuisine. Est-ce que le pitivier, c'est facile à préparer ou il faut un peu d'expérience? Alors, celui-ci est très facile à préparer, hein. C'est un 4 quarts, une crème d'amande, c'est un 4 quarts sans farine. Donc, il suffit d'avoir ces amandes en poudre. Hein, on peut prendre de l'amande qu'on émonde et broyer, mais l'amande en poudre, on y incorpore du sucre à quantité égale, ensuite des œufs, et dans un dernier temps, on y incorpore du beurre en pommade, et on travaille bien, qu'on a un mélange moelleux, et on le cuit au four 35 minutes à pas plus de 160 degrés. Et on voit qu'il y a un petit glaçage sur le dessus. Voilà, alors le glaçage, c'est ce qui s'appelle une glaceur royale. C'est un peu de blanc d'œuf avec du sucre glace et un petit filet de citron. Et alors, je crois que vous organisez une compétition du meilleur pitivier. Oui. Comment ça se passe? Quand est-ce que ça se passe? Alors, ça se passe le 14 mars prochain. On l'organise tous les ans au mois de mars. Et les lauréats reçoivent leur trophée lors de la Saint-Georges, qui est la grande foire de Pithiviers. Et qui sont les juges? Ce sont seulement les membres de la confrérie? Non, c'est des gens de Pithiviers, des spécialistes, des anciens lauréats également. Alors on a 4 catégories, on a les boulangers-pâtissiers, on a les cuisiniers-traiteurs, on a les amateurs et on a les apprentis. Alors, est-ce qu'il est possible de goûter ça tout de suite? Bah bien entendu. Oui. Camille Garcette, goûteur professionnel. Je ne parlais pas depuis le début, mais j'attendais ce moment. Vous êtes réveillé, ça y est. Donc vous pouvez essayer de... Vous avez des petits Ah individuels bah ouais, oui, là. c'est plus simple. C'est plus simple. Moi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi le costume? Le costume, Oui. c'est la couleur du blason de la ville de Pithiviers, tout simplement. Hein, qui est bleu. On n'a pas... Je sais même... Il est là, vous voyez, avec, avec les 3 chardons. Très bien. Et, je crois que vous êtes détenteur d'un record du monde aussi. Oui, l'année dernière, on a fait faire par 3 professionnels de Pithiviers, des boulangers-pâtissiers, qui nous ont fait un Pithiviers de 121 mètres 32. Ah oui, 121 mètres. Ouais. C'est gigantesque. 121 mètres 32 et tout a été vendu au profit d'une association de polyhandicapés. Alors Camille a goûté. Alors Camille, verdict. Oui, et ben écoutez, c'est bon, encore une fois. Tout ce qui est au Salon de l'Agriculture, c'est bon. C'est très délicat, c'est aux amandes. C'est très doux en fait. Oh pardon, désolé. C'est très doux, en fait c'est très léger. Malgré la taille du gâteau qui est assez conséquente quand même, bah, j'ai l'impression de manger un petit palais. Et c'est vrai que c'est très bon, c'est très très bon. Et c'est sans farine, donc sans gluten. Bah, je ne suis pas allergique au gluten, mais l'information est importante. Merci. Est-ce que vous pourriez nous faire aussi un peu d'histoire? Parce que l'origine du pitivier est assez floue apparemment. Oui, bah, on retrouve des écrits qui datent du temps des Carnutes, parce que c'est les Romains qui ont amené, comme ils ont amené la vigne, ils ont amené aussi des amandes. Et Pithiviers est situé à 80 km au sud de Paris. Et avec les octrois aux entrées des villes, c'était une ville où le commerce était florissant, les gens s'arrêtaient. Ouais. Voilà. Et il y a eu certainement à l'époque des amandes d'arrivée plus qu'il en était vendu. Et il y en a eu de plantés dans le Pithiviers. Et alors depuis quelques années, on n'en trouvait pratiquement plus. Et là, on a lancé une opération, le renouveau de l'amandier depuis 3 ans. Là, on a déjà fait planter plus de 250 amandiers. Hein, il y en a encore eu la semaine dernière, c'est paru dans le journal local, qui ont été replantés encore 36. Et on a une quinzaine d'agriculteurs qui sont intéressés pour créer une filière amande. Et à l'horizon, dans les 2-3 ans qui viennent, on aura 40 hectares d'amandiers. Merci beaucoup monsieur pour cette présentation donc, du Pithiviers. Où est-ce qu'on peut vous retrouver dans le salon? Bah, nous on est au cœur de la région centre. Hein. Très bien, et ben on ira vous voir donc au cœur de la région centre comme vous le dites. Merci beaucoup encore une fois monsieur, merci Bastien Cochet. Dans quelques instants, on sera de nouveau avec Dimitri Hainaut, Alban Gamet de Saint-Germain et Mélodie Sforza. Et puis Hugo Franceschi viendra avec nous pour parler de bière. On a goûté hier, c'était vraiment excellent. Donc ça, c'est dans quelques instants. Restez avec nous. Toujours en direct depuis le studio du Siècle Vert dans le Salon de l'Agriculture, Pavillon 4 avec vous Camille Garcette, et on peut toujours réagir sur les réseaux sociaux. Avec un seul hashtag évidemment, hashtag Siècle Vert, et on répondra à toutes vos questions.
Et vous pouvez poser vos questions à Chantal Joanneau et Richard Rolinski qui seront là d'ici quelques minutes. On commencera avec Chantal Joanneau tout à l'heure. Juste avant, on est avec Hugo Franceschi pour parler bière. Eh bien, rebonjour les garçons. Et oui, vu qu'on présente la région Centre-Val de Loire, eh bien, moi je vous emmène faire un petit tour dans une brasserie, la brasserie de Chandre. Et cette brasserie, eh bien, elle est gérée par vous, Anthony Cronier, avec votre frère, votre mère et votre père d'ailleurs. Voilà. Et elle se situe donc dans les plaines de Beauce, il me semble. C'est à Sourds, du côté de Chartres. Exactement, on est à 9 km de Chartres. D'accord. Et donc, dans cette exploitation, enfin, je dis une exploitation parce que, évidemment, c'est une brasserie assez particulière. C'est une ferme brasserie, c'est ça, Anthony? Oui, nous sommes agriculteurs et nous sommes du coup diversifiés dans la bière en 2005. D'accord. Donc, c'est votre frère, Vincent, qui est revenu à la maison avec une idée géniale. Faire de l'orge, continuer de cultiver de l'orge et d'en faire de la bière. Exactement, donc on transforme aujourd'hui 20 hectares d'orge pour la bière. Très bien, et en fait toute l'infrastructure du coup de la ferme a dû être modifiée, j'imagine. Vous avez dû créer des salles où il y a les fûts, des salles pour faire fermenter la bière, la mettre en bouteille, toutes ces choses-là. Oui, alors, au début forcément donc, on n'avait pas plus de moyens pour acheter du gros matériel, acheter du beau matériel aussi, avoir un nouveau bâtiment. Donc on a transformé les anciennes étables et écuries dans la cour de ferme et nous avons du coup fait un labo tout propre avec une petite boutique. Donc ça a évolué petit à petit, on a cassé les murs au fur et à mesure, voilà. Et puis on a refait évoluer le matériel en 2012. Suite à une belle demande en fait de notre produit, les gens sont vraiment fidèles et ils continuent à l'être. Donc on a fait évoluer le matériel sur 2012-2013, on a construit un nouveau bâtiment avec une nouvelle installation, des couves un petit peu plus grosses forcément. Et puis ça continue toujours à évoluer, on est encore sur des projets d'agrandissement et de matériel, voilà, c'est bien. Et aujourd'hui du coup vous venez ici sur le studio Siècle Vert avec tout un tas de bières qui m'ont l'air succulentes. Alors, vous faites combien de références de bières différentes en tout dans votre brasserie? Aujourd'hui, sur l'année, en confondant donc, les saisonnières et tous les ans une nouveauté aussi, c'est 14 bières créées sur l'année. Quand vous dites les saisonnières, c'est-à-dire que vous faites des bières spécifiques pour l'été, pour l'hiver, pour le printemps et pour Noël. D'accord, très bien. Donc des bières événementielles, si je puis dire, comme ça. Et pourquoi Et du coup, ce côté brasserie en même temps agricole, on le retrouve aussi dans vos bières. Là, si par exemple je prends celle-là, on en voit une qui est élaborée avec des baguettes de tradition française. Voilà, donc on travaille avec les Moulins Viron qui sont à Chartres, qui ont le brevet de la Rétro d'Or. Ils étaient désireux de faire une bière avec du pain invendu de boulangerie, du pain rassis, dans un principe un petit peu d'anti-gaspillage. Et on était très emballés par ce projet, nous avons fait des essais, c'était très concluant. C'est une petite blonde à 5,5, délicieuse, et on va enlever 30% de céréales pour mettre 30% de pain à la place. Très bien. Et au niveau de la gamme des prix, par exemple, si là j'ai envie d'acheter ce magnifique pack en bois, combien il coûte à peu près, si j'ai envie d'avoir toutes vos références de bière? Eh ben, si vous venez jusqu'à chez nous, c'est un pack qui coûte 31 € par exemple, donc avec quasiment toute la gamme parce que du coup on met 10 bouteilles dedans, sinon ça déborde, mais voilà. D'accord. Moi je suis venu goûter hier cette bière, j'ai goûté la blanche qui était vraiment très 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 bonne, qui est très fine en fait et qui a peu d'amertume, et justement vous nous parliez hier de la triple qui est une bière un peu particulière. C'est une bière qui monte un petit peu en puissance dans notre gamme, qui est très appréciée chez nous. Il faut savoir du coup chez nous que nous sommes toujours en fabrication traditionnelle, comme on a commencé depuis nos débuts en 2005. On est sur des bières non filtrées, non pasteurisées, des bières très maltées, où on ne rajoute pas de sucre pour faire justement de la création d'alcool sur le produit. C'est que le malt qui va faire justement tout notre produit. Bière non filtrée, non pasteurisée, et on est sur 2 fermentations, une en cuve, une en bouteille. Donc vous avez toute la saveur en fait qui reste dès qu'on va mettre le grain dans la cuve en fait. D'accord. Vous dites non filtré, non pasteurisé, mais concrètement qu'est-ce que ça veut dire une bière non filtrée, non pasteurisée? On garde tout le côté naturel du produit, même son côté un petit peu plus trouble forcément, qui aura un peu moins de brillance par rapport à des bières qui vont être filtrées. Non pasteurisé parce qu'on veut garder justement ce côté, on va dire entre guillemets non chimique et non transformé mécaniquement. Très bien. Bien naturel, c'est vraiment
un produit qui est fait comme les bières étaient faites d'antan en fait. Très bien. Et elles ont été primées justement ces bières. Vous avez déjà obtenu des médailles l'année dernière d'ailleurs. En date, c'était il me semble la médaille d'argent que vous avez obtenue. Sur la blanche et sur la triple. Et vous les remettez en jeu cette année vos médailles? On les a remis en jeu. Bon, cette année on n'a pas eu la chance d'avoir de médailles, mais c'est pas grave. Notre produit en tout cas pour nos clients ne change pas. Il sera toujours aussi bon et on ne va pas changer la recette pour autant. Bah en tout cas, merci beaucoup Anthony Cronier d'être venu. On rappelle qu'on peut vous retrouver donc au pavillon 3, oui, c'est bien ça? C'est ça, nous sommes dans la région Centre-Val de Loire, au K150. Très bien, c'est noté, merci beaucoup. Merci je pense qu'on passera faire un tour quand même Camille, parce que vous avez pas la chance de goûter. Je n'ai pas goûté encore. Je vous assure que c'est vraiment très bon. Il faut aller à ce stand parce que les bières sont excellentes. Merci encore une fois, merci Hugo Franceschi. Merci à vous. Dans quelques instants, nous serons avec Chantal Joanneau, présidente de la Commission nationale du débat public. Elle répondra aux questions de Yanis Darras. Et puis un peu plus tard, nous serons également avec le DJ sculpteur Richard Orlinski. Juste avant, on fait une petite pause. Restez avec nous. Toujours en direct depuis le stand du Siècle Vert au Salon de l'Agriculture, pavillon 4. Et on est maintenant avec Chantal Joanneau. Bonjour Chantal Joanneau. Bonjour. Vous êtes présidente de la Commission nationale du débat public. Je vous présente Camille Garcet qui est juste là. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour. Alors Camille va faire... Pardon. Je dis bonjour. Bonjour oui. Chantal Joanneau. Voilà. Alors Camille, vous allez faire le portrait de Chantal Joanneau. Il le fait d'une façon un peu particulière. Il a sa façon de le faire. Donc je vous laisse écouter ce portrait. Et vous pourrez évidemment réagir juste après. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Chantal Joanneau, une femme diversifiée. Sport, commerce, politique, elle est calée. Une vie qui va à 100 à l'heure. Vous êtes partout, petit rappel histoire d'être au courant de tout. Une carrière de sportive dans le haut niveau. Karaté 4 formations, elle est même passée pro. Des championnats de France aux championnats d'Europe. Ne la cherchez pas, vaut mieux pas qu'elle vous chope. Des études de commerce avec un BTS en poche. Vous vendez des Citroën? Non, c'était pas des Porsche. Dans le même temps, on vous donne des responsabilités dans la communication. Vous êtes alors repéré. De fil en aiguille, vous finissez en politique. Nicolas Sarkozy vous recrute dans son équipe. Lancé dans l'écologie, vous misez sur l'homme fort. Vous accédez au poste de ministre des Sports. Vous soyez né en politique et quittez l'UMP. Vous rejoignez l'UDI avant de tout arrêter. La politique c'est fini. Il y avait bien un hic, responsable aujourd'hui dans le débat public. Vous étiez censé animer le débat des gilets jaunes, mais votre salaire est publié et vous riez jaune. 14 000 € par mois, c'est plutôt pas mal. Disons que pour quelqu'un au SMIC, c'est une année de travail. Malgré un gros sangal, vous gardez votre poste. À cause de vous, on se tape, touche pas à mon poste. 14 000 €, ça donne quand même des sueurs. Si on calcule, vous gagnez 20 € toutes les heures. L'argent fait pas le bonheur, mais il y contribue. Même le premier ministre touche pas autant de revenus. Bref, c'est de l'histoire ancienne, venez, on n'y pense plus. Mais les gens sont jaloux, je vous aurais prévenu. Bravo Camille Garcet, bravo. Impressionnant. Merci, c'est très gentil. Chantal Joanneau, qu'est-ce que vous en avez pensé? Très physique d'abord. Très physique. Alors d'abord la performance, oui. Très physique, après on reviendra sur le contenu, ouais. J'en doute pas, mais en tout cas sur la performance c'est impressionnant parce que ça exige beaucoup de tonicité. Exactement, un peu de souffle, etc. Vous connaissez, vous êtes très sportif comme on l'a dit, donc c'est normal. Merci à vous en tout cas. Merci. Merci Camille Garcet. Chantal Joanneau, à un mois de la fin du grand débat national, on fait simplement un point avec vous et avec Yanis Darras. Bonjour. Bonjour Lucas, bonjour Chantal Joanneau. Bonjour. Et la question la plus évidente bien sûr, c'est où en est-on à mi-chemin de ce grand débat national? Nous, on a quitté l'aventure du grand débat national, en tout cas la Commission nationale du débat public, volontairement. Pourquoi ça ne vous intéresse plus alors le grand débat? C'est Il y a deux une éléments. raison pour ne plus Non, il y a deux éléments. Il y a un élément très factuel qui a été rappelé, c'est que dès lors que vous incarnez un peu le problème à l'origine du débat, à savoir ce qui est jugé être une injustice, vous ne pouvez pas conduire légitimement le débat. Dans tout débat public, dans tout débat, la question de confiance est fondamentale.
Donc ça, c'est le premier sujet. Il y a un deuxième sujet que, entre guillemets, j'étais obligée de révéler après, qui est que de toute façon, le gouvernement ne voulait pas respecter le principe d'indépendance de la CNDP. Oui, vous avez en en d'autres effet termes, dénoncé que c'était un peu une opération de communication du gouvernement. Et est-ce que vous continuez de croire que c'est une opération de communication? c'est à la fin qu'on jugera du résultat. Aujourd'hui, le succès quantitatif de l'opération, il est inévitable. Les Français ont envie de débattre, ils ont demandé ce débat, ils ont eu ce débat, donc forcément ils vont s'exprimer. C'est à la fin qu'on jugera la manière dont le gouvernement va reprendre les résultats, est-ce qu'il les reprendra de manière sincère ou pas, et à la manière surtout dont il y répondra. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, donc je ne peux pas vous dire si le débat public sera un succès ou pas, il n'y a que les Français qui le jugeront, mais en l'occurrence, nous quand on fait du débat, il y a un élément toujours fondamental, c'est qu'à la fin, la conclusion du débat, ce qu'on en retire, ce qu'on a entendu, on doit le faire de manière transparente, sincère, et ne pas mettre de côté les paroles qui dérangent. C'est là où on n'a pas de garantie. C'est ce qui vous fait peur, qu'on mette de côté les paroles qui dérangent? Écoutez, moi, si j'ai quitté le grand débat, j'avais déjà démissionné le 21 décembre de ce poste. J'avais déjà quitté, j'avais dit cette mission-là, je ne la prends pas, parce que à l'Élysée, on m'avait expliqué qu'on écrirait le rapport à l'Élysée. Donc c'est un point, aujourd'hui, je ne peux pas vous donner la réponse. Il y a des garants qui ont été nommés, qui font un très bon travail. Donc on verra si ces garants obtiennent satisfaction. Mais c'est quand même le point de faiblesse, entre guillemets, aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui vous a plu avant, quand vous avez accepté le poste, qu'est-ce qui vous a plu justement dans ce grand débat national? Quand on fait du débat public à la CNDP, c'est notre mission. Hein. On a 80 procédures en cours, donc on croit à la parole du citoyen. On pense qu'aujourd'hui, le grand problème du politique, c'est justement de proposer des programmes, mais de ne pas les construire avec les citoyens, de ne pas écouter toutes les paroles. On met toujours de côté les paroles qui nous dérangent. Or, ce qui s'est exprimé dans la crise des Gilets jaunes, et ce qui continue à s'exprimer, parce qu'il faut cesser de les caricaturer, c'est quand même une demande de justice sociale. Donc ça, il faut l'entendre. Et ça, j'ai trouvé que c'était une super opportunité, pour une fois, d'inverser les rôles, c'est-à-dire de cesser, en général, les politiques, les décideurs quels qu'ils soient, vous disent voilà ce que je pense, vous êtes pour, vous êtes contre. Là, on fait l'inverse. C'est les citoyens qui posent des questions aux politiques, c'est eux qui disent aux politiques ce qu'ils pensent. Pourtant, les politiques, justement, ils créent des programmes pour les électeurs. Oui, mais le résultat des courses, c'est quoi? C'est une abstention croissante. Et ce sont des politiques qui sont élus de plus en plus sur une base électorale très très faible. Donc aujourd'hui, en fait, il faudrait un grand débat au moins une fois par an pour à peu près suivre les tendances sur le territoire français. En quelques mots, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de grand débat une fois par an, ce serait trop. La parole citoyenne va s'épuiser. Tous les 3 ans, remettre les choses à plat, dire voilà où en est la justice sociale dans notre pays, il y a une vraie volonté d'égalité, ça c'est important. Mais il faut le faire de manière sincère. Un débat public, ça n'est pas un sondage, ça n'est pas une opération de communication, ça n'est pas quelques questions auxquelles vous répondez oui ou non. Merci Chantal Joanneau. Merci Chantal Joanneau. À quelques semaines de la fin du grand débat national, on en parlait à l'instant, les agriculteurs n'ont été que très peu représentés dans les réunions, Yanis. Oui, et c'est un peu le problème parce que ce sont eux les plus exposés justement à la pauvreté en France. Pourquoi ils sont autant absents de ce grand débat? Alors, je ne peux pas répondre à leur place. Mais qu'est-ce qui les pousse? Peut-être n'ont-ils pas trouvé justement les conditions qui leur garantissaient d'être bien écoutés, d'être bien représentés, de se sentir concernés, alors même que la question de cette fameuse question de justice sociale, de chacun trouve sa place dans la société, est au cœur du débat des agriculteurs. Mais c'est exactement le problème des agriculteurs, c'est qu'ils n'ont plus l'impression d'avoir leur place dans la société. Or, un grand débat qui donne toutes les garanties à chacun d'être écouté doit permettre à ces personnes de venir, de s'exprimer et d'être entendues. C'est une preuve, entre guillemets, qu'il y a un problème, qu'il y a un hic dans l'organisation. Et c'est vrai qu'on avait constaté ça dès le début. Dès le début, même parmi les Gilets jaunes, on trouvait très très peu d'agriculteurs. Et on le constate plus encore aujourd'hui dans les différentes réunions. Alors justement, pourquoi les agriculteurs ne sont pas aussi représentés au sein du mouvement des Gilets jaunes? C'est parce qu'ils ont trop de travail? C'est pourquoi ils sont un peu désintéressés de la politique, vous pensez? Alors, il y a des contraintes évidentes de temps. Il y a sans doute une certaine désillusion, mais c'était l'occasion justement de dépasser le stade politique et d'aller s'exprimer dans la société. Et c'est tout le drame quand on perd dans un débat public. Nous, notre mission, telle que nous la concevons, c'est d'aller chercher ces personnes qui justement se sentent exclues. C'est d'aller faire parler les personnes, soit les plus faibles, soit les plus éloignées, soit celles qui vraiment pensent que ça vaut plus le coup.
et de les faire parler et de les faire écouter par les autres. Donc c'est tout le drame de cette structure, de cette situation, de cette organisation où finalement ils ne se sentent plus légitimes ou écoutés. Oui, et non seulement par le gouvernement, mais aussi par les Français. C'est une impression qui leur revient très souvent. Là, je serais plus partagée. Parce qu'au contraire, j'entends énormément d'enquêtes, je vois beaucoup de reportages. Là, je serais plus partagée que vous. Pourtant, ils le disent eux-mêmes, hein, et Laurent Wauquiez le disait aussi, c'est qu'ils ont besoin d'être aimés, nos agriculteurs. Alors comment, nous, on peut le montrer qu'on les aime, justement? Ils le sont, en fait. Le pire, c'est de penser qu'on ne l'est pas. Ils le sont. Mais c'est quelque chose qu'ils pensent, justement, oui, notamment avec les scandales qui arrivent, notamment je pense au glyphosate par exemple, ils sont souvent mis du même côté que les fabricants de pesticides parfois. Donc comment on peut aussi les ramener au sein de la population française? La transparence, toujours la transparence sur la réalité de ce qu'est l'agriculture, de ce qu'est la vie d'un agriculteur, de ses contraintes, du fait qu'ils sont aussi au cœur d'un système économique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choix qui ne leur appartiennent pas, un système économique et réglementaire, parce que la réglementation en plus est épouvantable dans le domaine de l'agriculture, et qui font que tous les choix ne leur appartiennent pas. Toute la transparence, et c'est ce qu'on fait dans du débat, c'est d'introduire de la transparence, de la réalité de l'information, de témoigner de l'ensemble du vécu des uns et des autres. Mais je ne serai pas aussi sévère que vous. Moi, je pense que nos concitoyens savent faire la part des choses entre des scandales, entre certaines... Il y a toujours des personnes qui peuvent abuser de certaines situations ou avoir de mauvaises pratiques. C'est pareil dans toute société, hein, donc il n'y a pas de raison que l'agriculture en soit exempte. Et je pense que nos concitoyens font plutôt la part des choses. Merci Chantal Joanneau. Merci Chantal Joanneau, merci Yanis Darras. Sujet incontournable, les conditions de vie des agriculteurs, on parlait d'eux à l'instant, ne cessent de se dégrader malgré la nouvelle loi alimentation, et on voit ça encore une fois avec vous Yanis. Oui, et en fait cette loi alimentation, elle soulève également un gros problème au sein de notre territoire, c'est en fait l'aménagement du territoire qui aujourd'hui n'est plus du tout équitable. Comment on peut résoudre cette équation qui quand même est assez compliquée? C'est un très beau sujet, l'aménagement du territoire, et je pense qu'on ne peut pas séparer effectivement environnement, agriculture, aménagement du territoire. Les trois sont complètement liés parce que ce qui pénalise le plus l'environnement et l'agriculture, c'est le mauvais choix d'aménagement du territoire. Et ça se joue à l'échelle locale. La meilleure échelle, ça reste effectivement la région, voire en dessous, pour avoir de bonnes politiques d'aménagement. Les politiques centralisées d'aménagement ne fonctionnent pas. Et le problème, en fait, c'est que cette loi alimentation, je vous le disais, elle est intimement liée en fait à l'aménagement du territoire, puisqu'elle, encore une fois, elle s'applique avant tout aux grands distributeurs, les grands distributeurs, donc les grandes surfaces qui se trouvent généralement en banlieue et pas en centre-ville. Alors, on voit encore une fois que l'étalement urbain a eu des vraies conséquences sur notre pays et sur la classe moyenne. Comment aujourd'hui on peut lutter contre ces conséquences ? Il y a des choix des grands groupes aujourd'hui. Vous parliez de grande distribution. J'ai entendu hier Alexandre Bompard indiquer qu'effectivement, ils revenaient complètement sur ces choix eux-mêmes d'aménagement et ils promeuvent maintenant une volonté d'avoir un approvisionnement le plus local possible du Made in France. Donc ça, c'est déjà une chose, un point extrêmement positif. Le deuxième élément, il y a beaucoup de lois aujourd'hui sur l'aménagement du territoire qui évitent justement cet étalement urbain. Mais j'en reviens toujours à mon dada, et c'est ce qu'on constate, nous, dans tous les débats que l'on mène. Si on donne les clés aux collectivités, vous verrez que ce problème trouvera sa solution. C'est au niveau des collectivités que ça joue. Il faut arrêter de penser l'aménagement du territoire au niveau national. Vous me dites que ce sont les collectivités qui peuvent trouver la solution. Problème, on le voit dans les villes, généralement l'étalement urbain, c'est là qu'il est le plus présent, en raison notamment de l'augmentation de la population et surtout en raison de la dépendance à la voiture de nos citoyens. Quand même 74% des Français prennent leur voiture quotidiennement pour aller travailler ou se déplacer tout simplement. Comment on fait pour les faire changer de mode de déplacement ? C'est ce que vous venez de dire, c'est limiter l'étalement urbain. Limiter l'étalement urbain, mais maintenant qu'il est là, justement. Il est là, effectivement. Donc ça, on en sera dépendant et on en est dépendant pour plusieurs siècles. Parce Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se passer de voiture aujourd'hui ? On ne peut pas créer un réseau de transport plus efficace dans des villes qui pourtant se sont agrandies au fil des années ? La mobilité, elle doit être multiple. C'est-à-dire que vous ciblez la voiture. Quand vous êtes à l'origine, je viens d'un village
de 200 habitants, sans voiture, vous ne pouvez rien faire dans le village. Il n'y a même plus de commerce, donc on peut rien faire. La voiture, elle va évoluer. Il y a de plus en plus de voitures moins polluantes, de plus en plus. Ce que je cible, moi, c'est surtout la dépendance à la voiture, en fait. C'est que beaucoup de nos concitoyens, notamment en zone rurale, ne peuvent pas faire autrement qu'avec une voiture, que vivre avec une voiture. Absolument. Et c'est pas juste, justement. C'est un peu ce qui a d'ailleurs poussé les Gilets jaunes à manifester. Ça a justement. été un déclencheur. Ça a été un déclencheur, justement, d'une politique qu'on a jugée inéquitable, injuste, parce que pensée par des milieux urbains et pas du tout pensée pour des milieux Donc l'étalement ruraux. urbain, aujourd'hui, c'est injuste fiscalement parlant et socialement parlant. L'étalement urbain, ce n'est pas une question de justice, il existe. C'est l'héritage que nous avons de dizaines d'années de politique où on pensait que c'était une bonne chose. Donc on en hérite. On ne va pas raser les maisons, c'est impossible. Donc on en hérite, maintenant on est obligé de faire avec, éviter de poursuivre cet étalement urbain, donc c'est la densification des villes qui est en cours. Ensuite pour les systèmes de mobilité, on ne pourra pas empêcher les milieux ruraux, on ne pourra pas se passer de voitures en milieu rural. Donc il faut rendre les voitures plus propres, il faut éviter qu'elles soient toutes dépendantes au pétrole. Voilà les différentes solutions. Et quand on avait fait le débat sur la programmation de l'énergie, parce qu'on a fait un débat national sur ce sujet, on a conclu en disant attention, la taxe carbone, c'est vécu comme une injustice. Vous êtes à l'aube d'une jacquerie fiscale. On l'a dit, c'était le 30 juin. Le gouvernement le savait. Donc ils auraient pu éviter de prendre ces décisions. Alors, juste en quelques mots, est-ce qu'aujourd'hui, l'étalement urbain qu'on a connu peut être une chance pour un nouvel aménagement du territoire, pour créer une nouvelle dynamique? Il faut en faire une chance, de toute façon c'est une réalité. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous ne pourrez pas raser les maisons, il faut faire avec. Il faut faire avec. Ce qu'il faut surtout aujourd'hui, c'est éviter la désertification des milieux ruraux. Donc il faut éviter de laisser à penser qu'effectivement, demain, sans voiture, on ne pourra pas vivre parce que ça va inciter toutes les personnes à vivre ailleurs que dans les milieux ruraux. Merci Chantal Joanneau. Merci beaucoup Chantal Joanneau, merci Yanis Darras. Chantal Joanneau, est-ce que vous allez faire un tour au salon maintenant que vous êtes là aujourd'hui? Un tour rapide parce que c'est pas le meilleur jour, il y a quand même beaucoup de monde. Merci beaucoup Chantal Joanneau d'avoir accepté notre invitation. Merci. Yanis Darras. Et maintenant, on retrouve Manon Blangis qui est donc avec Bernadette et qui est productrice donc de foie gras, c'est bien ça? C'est bien ça, donc je suis avec Bernadette Laban de la ferme Alban Laban à 16 Maubec. Et alors je crois savoir que vous êtes dans la ferme éleveur, gaveur et conserveur. Vous cumulez les trois fonctions, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on élève les canards à l'âge d'1 jour. Après, et on les nourrit avec nos céréales. Ça j'y tiens, comme ça je sais ce que mangent nos canards. Et après, nous les gavons, bien sûr, et nous les cuisinons. D'accord, et vous nous avez apporté plein de beaux produits. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Les produits que je vous ai portés, eh bien, j'ai fait une sélection pour vous présenter les produits qui ont été médaillés au cours de ces 4 dernières années. Ils sont tous médaillés, c'est ça? Ils sont tous médaillés, sauf la figue au foie gras, qui, elle, jusqu'à présent, n'a pas participé parce que, eh bien, on a un budget pour le salon de l'agriculture et la figue, ce sera pour l'année prochaine. Hein. Voilà. Et ce qui est important pour vous, c'est de ne pas, par exemple, vous me disiez que pour le gavage, vous faisiez attention à ce que le canard mangeait, il n'y a pas d'additifs rajoutés, c'est très naturel vos produits. Oui, mes produits sont naturels, ils sont comme nous, c'est-à-dire que nous avons gardé les recettes traditionnelles. Bon, tradition, maintenant on le met à toutes les sauces, simplement que chez Laban, c'est un cahier des charges, c'est-à-dire sans additifs, sans conservateurs, sans tout ce que vous voulez. Du sel, du poivre la plupart du temps. Le foie gras mi-cuit, c'est sel, poivre. Le magret séché, vous voyez sa couleur noire, c'est la couleur de la chair. C'est du sel, du poivre et le poivre par-dessus pour conserver. Ce qui fait qu'on a tous les parfums. Et il me semble, Bernadette, que vous avez été médaillée cette année, une nouvelle fois. On est content, enfin on est un peu déçus quand même, mais on est content quand même parce qu'on n'a eu que 3 médailles cette année. C'est déjà bien. Oui, c'est parfait. L'année dernière, vous aviez été plus médaillée, c'est ça? Voilà, on avait eu 5 médailles, donc on est un peu déçus. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Alors cette année, on a eu une médaille d'or et 2 de bronze. J'ai oublié les affiches, simplement elles sont là. Et finalement, on est quand même très content parce que ça se mérite. Ça ne vient pas tout seul, ça ne tombe pas comme ça. Le jury, on a la médaille. Il y a un travail en amont qui est énorme. Et là, on ne s'en rend pas toujours compte. Ça fait combien de temps que vous faites ça, Bernadette? Comment? Ça fait combien de temps que vous êtes productrice? Depuis
Depuis 74. 74. Voilà, c'est Et- l'année où on s'est marié avec mon mari et on s'est lancé dans cette production qui existait déjà. Et comme on trouvait les produits très bons, et comme en agriculture on a eu quelques revers avec notre production, on a décidé avec mon mari de conserver cette belle tradition. Et aujourd'hui, c'est votre fils qui reprend. Mes 3 enfants. Vos 3 enfants vont reprendre. Voilà. Est-ce que je peux goûter? Mais bien sûr. Est-ce que vous avez une question à poser encore, Manon, peut-être? Oui, donc eh bien, vous m'aviez dit aussi que en fait, vous ne faisiez pas, par exemple, l'abattage. C'est la seule chose, voilà, et vous êtes spécialisé dans les canards depuis... Oui, c'est-à-dire l'abattage avec les normes sanitaires qu'on nous exige. Pour abattre 150 canards par semaine, c'est un investissement. Et puis après, il faut trouver du personnel pour enlever les petites plumes. Et là, nous n'en trouvons plus. Alors du coup, nous avons préféré investir dans un camion frigo pour aller chercher la marchandise à l'abattoir. Et là, on est couvert. Alors, j'ai goûté le foie gras. C'est excellent. C'est super fin, en fait. Et parce que moi, j'avoue que le foie gras, quand j'en mange, ça a tendance à m'écœurer un petit peu. Là, c'est hyper fin. Ça passe tout seul. C'est vraiment excellent. Vraiment. Et vous avez aussi du saucisson de canard, c'est ça? Comment? Vous avez du saucisson de canard, c'est ça, ici? Du saucisson de canard. Oui. Voilà. Attendez, Alors, voilà. comment vous le faites, celui-là? Alors, le saucisson de canard, il est fait avec du magret séché et un peu de porc. Et on le hache et on le fait sécher dans un séchoir, tout simplement. Et vous avez différents types de foie gras. Alors, quelle est la différence en fait entre tous ces Le foie gras, là, je vous en ai porté qu'un parce qu'on avait le foie gras au sel. Le foie gras au sel qui est la recette de famille, que mon mari a remis au goût du jour. C'était la recette de sa grand-mère. Simplement que le stock a été dévalisé hier, donc je n'ai pas pu vous le proposer. Alors, je vous ai porté le mi-cuit. Bon, la conserve, c'est un foie gras qui ressemble au mi-cuit. Et je vous ai porté toutes nos terrines qui ont été médaillées, la rillette nature, au piment d'Espelette, au foie gras cette année, et la terrine de magret de canard au foie gras. Eh bien, merci beaucoup, Bernadette. Merci à Manon Blangis. Où est-ce qu'on peut vous retrouver dans le salon? Alors, nous sommes dans le salon région Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, allée L. Très bien, le rendez-vous est pris. Franchement, allez-y parce que c'est Merci vraiment beaucoup, excellent. ouais. Les produits sont très très bons. Merci beaucoup, Bernadette. Merci. Toujours en direct donc depuis le studio du Siècle Vert et on est maintenant avec Richard Orlinski. Je vais vous donner un micro, ce sera plus simple pour parler. Bonjour Richard Orlinski. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a Camille Garcelle qui est juste là et il y a beaucoup de bruit dans le salon. Camille Garcelle qui est juste là qui va faire votre portrait d'une façon un peu particulière. Ça devrait vous plaire je pense. Comment ça devrait vous plaire je pense, vous allez voir. J'espère, si ça me plaît pas, je m'en vais. C'est parti. Vous avez beaucoup de pression Camille. Écoutez, j'ai pas ouais, non, pas du tout de pression, pas du tout. Bah, écoutez, voilà. non, on va pouvoir y aller quand vous voulez. Moi, je suis prêt. Et vous pourrez réagir juste après, bien sûr. Excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir un peu de son? Voilà, c'est ce que je craignais. Est-ce qu'on peut la remettre du coup parce que je n'entends pas le départ? Et oui, Bon, ça arrive. c'est assez. Les aléas du direct, Exactement. effectivement. Et c'est juste qu'il faudrait augmenter un tout petit peu le son, Peut-être. le retour son ici, parce que Camille malheureusement n'entendait pas assez. Et n'a Exact. pas pu entendre le moment où le beat, le tempo est parti. Exactement. Voilà. Putain, vous avez une connaissance musicale. C'est incroyable. parti, Camille. Ouais, le beat, Ah, oui. là, ça peut être mieux, oui. Richard Orlinski est un vrai slasher, musicien, humoriste et sculpteur. Y a pas de raison, c'est un bosseur. Il veut s'occuper toutes les heures. Un vrai don pour la sculpture. Depuis tout petit, on vous l'assure. Ça commence avec de la pâte à modeler. Ça finit dans les galeries exposées. L'un des Français les mieux vendus dans le monde. Vous écrasez la concu. Bâti sur un concept bien précis. Born Wild, ça se définit. Hey, il passe du négatif au positif. Il sculpte des gorilles, aussi des crocodiles. Un style très moderne, il joue avec son temps. Des œufs colorés, du rouge, du bleu, du cyan. Des commandes toujours bien précises pour les stars. Ouais, les mecs du showbiz. Des œuvres qui se vendent à plusieurs millions. Vous vivez aujourd'hui de votre don. Du bronze, du marbre, de la pierre. Vous sculptez toutes les matières, la technique, le savoir-faire. Mais vos hobbies diffèrent. DJ avec seulement quelques sons. Vous jouez quand même pour Macron. Le soir de son élection au carrousel du Louvre, c'est pompon. Hey, humoriste récemment, vous faites des scènes. Pour vous arrêter, il faut qu'on vous enchaîne. À votre place, j'aurais déjà la migraine. Richard Orlinski, ouais, contre le game. Bravo Contre le Camille game. Garcette. Bravo.
Merci. Bravo Camille. Alors Richard Orlinski, vos pensées sur ce portrait en rap? Je pense qu'il y a beaucoup de chanteurs qui ont beaucoup de soucis à se faire. Ouais, Je pense que Dadju, Gims, tout ça, ça va être compliqué. Hein. C'est un Ça va bon être compliqué. compliment. Voilà. Vous restez du coup sur le plateau alors, c'est cool. Comment? Vous restez sur le plateau alors. Oui, du coup je reste sur le plateau. Il y avait Ah des oui. corrections à faire peut-être dans la biographie, on va dire. Non, après il y a tellement de biographies différentes, il y a tellement de choses à dire. Ouais, voilà. Et donc finalement, voilà, après il a pris. C'est difficile de résumer l'œuvre d'une personne entière Donc, sur un texte. il a pris ce qui lui a paru. Le plus pertinent. Le plus pertinent, voilà. Exactement. Ça marche. Merci beaucoup Merci. Camille Garcette. Bravo Camille. Hein. Merci. On va passer au studio. Hein. Richard Orlinski, vous êtes donc DJ, sculpteur, auteur et vous lancez votre premier stand-up en fait, donc Tête de Kong, qui a déjà commencé ce mois de février, c'est ça? Oui, il a commencé, j'ai fait 4 dates déjà, j'ai fait Rouen là, il y a 2 semaines et cette semaine là je reviens de Caen. Ça a été, c'est bien passé? Très bien passé, super accueil. Le rapport avec le public Ouais, un super accueil avec le public, j'étais très étonné de cette demande et la bienveillance du public en France. Alors votre spectacle il est jusqu'à juin 2017 si je me trompe pas? Non, 2019. Oui, 2019. Et en fait, c'est pas jusqu'à. Et c'est vrai que la tournée de rodage se termine le 17 juin à l'Olympia. Mais après, on fait une tournée. Et là, ça commence la tournée. En fait, c'est tout le rodage qui se finit par l'Olympia en juin 2017. 19. Alors, c'est votre premier seul en scène, Tête de Kong. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce spectacle? À quel moment vous avez eu vraiment envie de créer un spectacle comme ça, un seul en scène? C'est une rencontre. C'est vrai que c'est la rencontre avec Laurent Baffy. Enfin, la rencontre, je connaissais déjà depuis un moment. Et on a fait des guests dans le spectacle d'autres humoristes tous les deux. Et je sais pas, un jour en sortant d'une représentation, il m'a dit tiens, ça serait marrant qu'on fasse quelque chose par rapport à l'art, à ce que tu fais. Du coup, d'une idée saugrenue, c'est parti là. Moi, j'avais déjà une envie de toute façon de monter sur scène parce que j'aime le rapport avec le public. Et j'ai fait de la musique, comme on l'a dit dans le truc, j'ai fait beaucoup de choses. Et dans le One, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un rapport direct et que l'émotion, elle revient. Donc on donne beaucoup, mais on reçoit énormément. Et c'est le rapport le plus direct qui existe, quoi. Je veux dire, il n'y a pas plus fort. Et donc dans ce spectacle, vous racontez votre vie, votre parcours, votre histoire, c'est ça? Je raconte mon histoire, je raconte mes failles, parce que c'est ce qui fait rire le plus. Et les échecs, c'est ce qui fait rire le plus que les réussites, et le côté un peu immergé de l'iceberg. Et je raconte aussi pas mal d'anecdotes de l'histoire de l'art. Donc c'est un spectacle qui se veut drôlement intelligent, intelligemment drôle, en toute humilité. Mais ça permet effectivement d'apprendre, on sort un peu en ayant appris plein de choses, avec un message aussi de dire qu'il faut croire en ses rêves. Alors j'ai noté plusieurs choses, notamment dans mon spectacle. Vous parlez de l'annonce de son coming out, faire l'annonce de son coming out, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que vous dites de ça? Qu'est-ce que vous dites de ça, de l'annonce de ce coming out? Pourquoi vous êtes venu à ce sujet-là en fait? Parce que moi, c'est un peu une analogie. Moi, je fais mon coming out en tant que sculpteur, parce que sculpteur, c'était le truc le plus... ce que je dis au début, c'est le truc le plus pourri, le métier le plus pourri de la galaxie, quoi. Je dis, aucun parent au monde ne veut que son enfant devienne sculpteur. Quand on est avec les filles à l'adolescence et qu'on dit qu'on fait de la poterie ou du macramé ou du crochet, c'est pas le truc le plus rock'n'roll. Donc du coup, je raconte que cette vie effectivement artistique de sculpteur a toujours été un frein à tout, quoi, finalement. Oui, parce que vous parlez aussi d'un kit de survie pour un artiste dans l'art contemporain. C'est ça, et même vous dites aussi que être sculpteur sur Tinder, c'est être seul à la Saint-Valentin finalement. Ah oui, je dis carrément que quand tu mets sculpteur sur ton profil Tinder, tu as plus de chances de pécho, de pas pécho, quoi, d'être seul à la Saint-Valentin, et c'est pas avec ça que tu vas avoir Beyoncé ou Rihanna, oui, c'est clair. Sculpteur, c'est un métier pas évident à porter, je sais pas comment dire ça. Dans l'inconscient collectif, un sculpteur, c'est le mec qui est au fin fond d'une montagne avec sa pierre, qui a pas d'eau, qui a des ongles qui font 3 mètres et qui est un reclus, quoi. Et aujourd'hui, ce que j'explique, non, c'est pas ça, ça peut être autre chose. Il y a Jeff Koons, il y en a d'autres qui ont précédé. Et du coup, j'essaie de montrer que... En plus, moi, ce que je fais, c'est que je rends l'art accessible et j'essaie de le faire partager au plus grand nombre. Et j'essaie de faire des ponts entre tous les mondes de l'art. Et pour moi, l'art, c'est universel, c'est la musique, c'est le cinéma, c'est quelque chose de... Et pourquoi Tête de Kong pour le titre de votre spectacle? La Tête de Kong, c'est moi, c'est Kong. Mais le Kong, c'est mon œuvre emblématique, c'est mon œuvre phare, c'est à travers laquelle je véhicule le maximum d'images, puisqu'il ne ressemble plus, c'est l'animal qui ne ressemble plus finalement. Il a une position debout, il a des mains, des pieds comme nous, et puis c'est le monstre au grand cœur. Dans l'inconscient, le King Kong, c'est quand même quelque chose qui est très fort, qui a marqué notre enfance, et des gens qui ont 70 ans ou qui ont 12 ans, ils connaissent King Kong, quoi. Ce stand-up, c'est un nouveau défi que vous êtes lancé. Oui, on a l'impression que vous lancez très régulièrement des défis, c'est ce que disait un peu Camille Garcette au final. C'est quoi votre prochain défi?
Mon prochain défi, laissez-moi déjà commencer celui-là parce que c'est déjà une pression maximum. J'ai découvert un métier qui est extrêmement difficile. Le stand-up, on est seul sur scène et on sollicite tous les membres du corps, du cerveau, c'est très compliqué. Le prochain défi, c'est que je crée un incubateur de talent pour les jeunes, pour justement la côté transmission avec beaucoup de parrains qui ont de très grosses notoriétés. Et j'essaie de donner la chance aux jeunes de pouvoir accéder à plein de métiers, journalisme, art, musique, culture, enfin voilà. Donc ça, c'est le prochain défi. Alors, avant d'être sculpteur, vous étiez dans l'immobilier, c'est ça? Oui, entre autres. Dans l'immobilier, entre autres. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la sculpture du coup? C'est quelque chose que je faisais depuis que j'étais tout petit, depuis que j'avais 4 ans, c'était un hobby. Et en réalité, j'ai un moment où je me sentais pas bien dans ma vie, j'avais une belle réussite dans les autres activités, mais j'ai fait un burn-out, j'ai dit non, j'avais besoin de revenir à l'essentiel, à ce que j'avais envie de vraiment faire dans ma vie et donner un sens à ma vie. Et j'avais l'impression d'utiliser 10% de mes capacités dans mon précédente activité. Et donc j'ai dit voilà, what the fuck, j'ai tout bazardé. Je me tout lâché et c'est parti quoi. Voilà. Après ça aurait pu ne pas fonctionner. Hein. Et c'était en 2004, c'est ça? Ouais, entre 2004 et 2006. Ouais. Ça a dû être difficile quand même non, de se lancer comme ça d'un seul coup dans Très une carrière de sculpteur. Surtout qu'on n'est pas attendu. Donc, surtout qu'on n'est pas attendu. Je veux dire, en plus, en France, on connaît bien ça. Et à Paris, quand on casse les codes, c'est très compliqué. J'ai écrit un livre justement pourquoi j'ai cassé les codes. J'ai cassé les codes parce que j'ai pas eu le choix. Et si j'avais eu le choix, j'ai dû trouver des chemins de traverse, un peu comme Harry Potter avec la voie 9 3/4, pour effectivement contourner un petit peu. Et c'est ce que j'explique aux plus jeunes, qu'il faut croire en ses rêves et essayer de trouver les moyens d'y arriver. C'est ça que je fais avec mon incubateur. C'est lesquels ces moyens? Déjà, il faut croire en soi, il ne faut pas écouter ce que disent les autres, il faut écouter sa voix. Je pense que la réponse, elle est en nous. On sait déjà au fond, mais après on a trop tendance à écouter ce qui se fait pas, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Non, il n'y a rien qui est bien, qui n'est pas bien. Ce qui est bien, c'est ce que tu penses toi, ce que tu as en toi. Et puis après, il ne faut pas penser quand il nous arrive quelque chose que c'est la faute des autres. Il faut dire si les choses ne vont pas, c'est de sa faute. Il faut se remettre en question, il y a une vraie remise en question à faire. Particulièrement dans l'art peut-être, non? Non, dans toutes les vies, dans toutes les vies. Moi j'ai eu beaucoup de vies, j'ai eu plusieurs vies et à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose de mal, j'ai su rebondir sur les échecs. Et en France, on a un problème avec l'échec. Alors qu'aux États-Unis, on vous dit que l'échec, c'est très formateur. Et je pense que les échecs, c'est important. C'est des échecs qu'on apprend. On a un vrai problème en France avec l'échec. Oui, quand à l'école, l'échec, on ne l'accepte pas. Alors qu'aux États-Unis, on cultive l'échec. Parce que l'échec, c'est ce qui vous fait grandir. Sans échec, on ne peut pas grandir. On va tout réussir, ça n'existe pas. Vous avez beaucoup appréhendé cette carrière de sculpteur avant de vous lancer. Vous avez beaucoup réfléchi avant de vous lancer. Vous vous êtes dit direct, on y va quoi. Non, j'ai dit direct, on y va. Puisque c'est un moment où j'étais vraiment pas bien. J'ai fait une espèce de dépression. Donc j'ai dit. Voilà, je n'ai pas réfléchi. Si, bien sûr qu'on réfléchit forcément. Il y a eu la maturation, peut-être que ça a mis 10 ans de maturation. Mais le moment où ça a été bing, ça s'est fait. Mais j'imagine qu'effectivement, il y a une maturation qui se fait. Pourquoi est-ce que vous décidez de sculpter, au final, dès le début, je crois très tôt, des animaux? Je pense que tout le monde l'a fait. Vous avez dû le faire à la maternelle avec la pâte à modeler. Vous avez déjà dû faire des animaux. Donc tous les enfants, je pense. Je vais juste demander de rapprocher un peu le micro parce qu'on n'entend pas très bien. Oui. Mais voilà. Donc à la maternelle, oui. Je disais que même vous avez dû sculpter parce que tous les enfants à la maternelle sculptent de la pâte à modeler. Je pense que ça existe encore aujourd'hui. On est attiré par le zoo. On est attiré par l'animal. C'est quelque chose qui fait partie de l'homme. Et depuis la Grèce, l'Égypte antique, l'animal était toujours très important et on a un rapport très particulier avec les animaux. Puisqu'on a l'impression qu'on les domine parce qu'on est plus intelligent qu'eux. Et ce que je dis dans mes messages souvent, c'est qu'on a beaucoup de leçons à prendre des animaux parce qu'eux, ils tuent pour se nourrir, donc ils obéissent à un cycle vertueux de la vie. Nous, on tue pour n'importe quoi, on le voit aujourd'hui, on est très bien placé pour le dire. C'est ce rapport primaire finalement qu'on peut avoir à l'animal. Absolument. Et pourquoi vous avez décidé aussi de mettre des couleurs du coup dessus, des couleurs assez voyantes? Les couleurs, ça représente la vie. Le problème, c'est que quand on sculpte, c'est de la 3D, ça avance pas. Au moment de faire des films. Donc du coup, j'essaie toujours de donner des positions un petit peu vivantes, la gueule ouverte, la gueule ouverte, les couleurs vives, donc ils donnent de la vie, du positif, et donner quelque chose de positif. Qu'est-ce que vous voulez exprimer vis-à-vis de ces animaux concrètement? C'est quoi concrètement ce que vous voulez dire avec ces sculptures? Voilà, c'est un des messages que je viens de vous dire préalablement. Dont on parlait du côté sauvage qui est exacerbé, des leçons qu'on a à apprendre, parce qu'effectivement, si on pouvait un petit peu regarder comment a été fait le cycle de la vie dans la nature, il est un petit peu plus vertueux que notre cycle à nous de l'homme. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre et peut-être revenir un peu, se ressourcer et revenir peut-être à l'essentiel. Ces animaux, vous les exposez dans des endroits un peu particuliers? Oui, partout. Et il y a peu de temps, vous avez exposé une araignée, je crois, à Courchevel, c'est ça? Oui, à la station de absolument. ski Courchevel. À Courchevel, oui, j'ai dévoilé l'araignée. Il y a déjà beaucoup d'autres sculptures d'animaux, animalières.
Et l'intérêt, c'est d'amener le musée aux spectateurs gratuitement, donc pour faire participer, rendre l'art accessible et donner à tout un chacun pour la possibilité aussi d'acheter des sculptures, puisque je crée avec des partenariats comme Disney, par exemple, des sculptures à partir de 49 €. Alors j'ai des sculptures qui sont de plusieurs millions d'euros, mais des sculptures aussi qui sont à partir de 49 €. Donc c'est important pour moi. C'est vraiment dans cette idée-là de donner l'accès à la culture à tout le monde que vous voulez exposer partout Culture comme ça. pour tous, accessibilité pour tous, artiste populaire dans le bon sens du terme. J'assume. Est-ce qu'il y a un rapport? On va parler un peu maintenant de votre aussi de profession de DJ, parce que vous êtes donc DJ, sculpteur, auteur, tout ça, stand-upper maintenant. Est-ce qu'il y a un rapport vraiment entre DJ et sculpteur? Oui, comme j'ai dit au début, pour moi l'art c'est universel et quand on a une sensibilité artistique, on peut l'exprimer dans n'importe quel domaine de l'art. Donc c'est très important. Donc voilà, donc c'est très important. Et puis moi je sculpte en musique et puis je fais de la musique depuis tout petit. En réalité, toutes ces activités artistiques, je les ai pratiquées étant plus jeune. C'est votre esprit de compétition qui vous a donné envie de... Enfin, est-ce que vous avez un esprit de compétition? J'imagine que oui, du coup. Oui, forcément, je fais du sport en plus. Donc, quand on cultive le sport, j'ai joué au football pendant longtemps, j'ai joué au tennis. Donc, on a forcément un esprit de compétition. On veut gagner, oui. Et c'est cet esprit-là qui vous a donné envie aussi de vous lancer dans la musique. Vous vous lancez quand dans la musique par rapport à la sculpture? C'est-à-dire? Dans la sculpture, vous êtes lancé en 2004 à peu près, c'est ça? Oui, non, je suis beaucoup plus tard. Enfin, j'ai toujours fait de la musique, mais j'ai pas trouvé de titre qui me plaisait. Donc, parce que je compose beaucoup et je suis très perfectionniste. Et quand j'ai fait le titre en 2016 avec Eva Simon, Heartbeat, c'était une rencontre avec Eva. C'était un titre qui toutes les étoiles sont alignées en même temps. Et du coup, le titre était très fort. La chanteuse, j'aimais beaucoup. Et donc, ça, voilà. Donc, j'ai dit c'est le moment. Mais un an avant, je voulais sortir un titre que j'ai pas sorti. Donc là, j'ai sorti le moment où j'ai senti que j'étais prêt. Très bien. On va continuer de parler de ça dans quelques instants, Richard Orlinski. On va juste là, on est en direct avec Alban Gamet de Saint-Germain, Dimitri Hainaut et Mélodie Sforza. Est-ce que vous m'entendez? Alban? Lucas? Ou Alban, c'est Alban Lucas Gamet de Saint-Germain, oui, on vous entend. Très bien. Lucas, voilà. Alors, on est dans la région Centre Val-de-Loire, région qui réunit historiquement. Ah, Alban, c'est bon, on vous entend bien, c'est bon. De René, ouais, ou encore le pays de Honoré de Balzac. Alors, dans le centre Val-de-Loire, vous pouvez retrouver de nombreux monuments comme la cathédrale de Chartres, le château de Renonceau ou encore le palais Jacques-Cœur à Bourges. Et nous, on vous fait découvrir aussi des petites choses à déguster. Et on démarre ce voyage dans le centre Val-de-Loire avec les sablés de Nancy. Et je suis avec Benoît qui donc est en train de reprendre cette entreprise familiale, une entreprise familiale créée en 1953 qui existe depuis 3 générations. Alors Benoît, vous pouvez nous parler un peu plus de ces sablés? Alors ce petit sablé à la base c'est un fond de tarte, mais c'est une erreur de recette parce que ce fond de tarte n'était pas celui-là voulu et en 1953 plutôt que de jeter une pâte qui est faite, eh bien tout simplement on l'a mis de côté, il y avait 20 kg de pâte, on l'a mis de côté, on s'est dit on verra demain ce qu'on peut en faire. Ils l'ont fait cuire de l'épaisseur d'un fond de tarte, ils l'ont cassé en morceaux pour le mettre sur des pâtisseries et il s'est avéré qu'en fait ils l'ont mangé comme ça, ils ont mangé des petits morceaux et c'était super bon. Ils se sont dit, bon, les 20 kilos, on va les faire déguster dans la boutique, dans la petite boulangerie familiale. Et les gens en boutique qui ont dégusté se sont demandé, mais d'où ça vient? C'est vraiment trop bon. Et mon grand-père s'était tellement fait engueuler de son erreur. Il s'est rappelé de l'erreur, on lui a demandé de la refaire. Et heureusement, il s'en est rappelé. Et depuis ce temps-là, on fait le sablé de façon artisanale. Très bien, donc les gens ont trouvé ça très bon. Et moi, je vous propose tout simplement de découvrir ça en direct avec Dimitri Hainaut, notre goûteur pendant que Mélodie peut goûter aussi le reste des produits qui sont présents à ce stand. Donc voilà, Dimitri qui est en train de goûter le sablé de Nancy. Alors Dimitri, commencez. J'ai un métier très dur. Non, c'est extrêmement bon, il n'y a rien à dire. C'est délicat, on sent vraiment tout. C'est génial. C'est quoi? C'est croquant, c'est tendre? C'est gourmand croquant. Non, oui, bien entendu, c'est croquant, on va pas... Voilà. Mais non, c'est tout bon, ça se mange tout seul en fait, tout simplement. Et vous ressentez quoi les goûts qui ressortent? Alors, sachant que je cours depuis 1 heure, j'ai un peu la bouche pâteuse, c'est normal. Mais non, très honnêtement, il y a quoi? Il y a comme goût, c'est nature. C'est nature. Donc les goûts, c'est sablé tout simple, mais c'est normal. C'est nature. Mais il y a plein d'autres goûts à côté. Voilà, il y a plein d'autres goûts. Merci Benoît. On enchaîne directement après le goûter ou le dessert. Eh bien, on passe au fromage, le fromage de chèvre avec Aurélien. Donc, c'est l'AOP Valençay qui propose 5 fromages de chèvre. Aurélien, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors c'est pas que l'AOP Valençay. En fait, on est sur les 5 AOP fromagères
de la région Centre-Val de Loire, dont le Valençay. Donc le Valençay, c'est un des 5 AOP de la région Centre-Val de Loire. D'accord, et donc c'est quoi les chefs que vous proposez? En plus là on peut voir en ce moment même, il y a une petite cours de cuisine. Qu'est-ce qui est en train d'être cuisiné là? Donc là notre chef Franck est en train de préparer des bouchées au Sainte-Maure de Touraine. Voilà, donc le Sainte-Maure de Touraine c'est le fromage long avec une paille à l'intérieur. Donc il fait des petites bouchées avec cette préparation. Eh ben très bien, on reviendra goûter tout ça puisqu'on enchaîne directement avec notre dernière destination et on vous emmène forcément, qui parle de fromage, parle un peu de vin et donc on vous emmène chez Plou et Fils Vigneron pour tout simplement accompagner, pourquoi pas, ce fromage avec Benoît. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette entreprise? C'est une entreprise familiale, c'est ça? Oui, c'est familial, on est vigneron de père en fils depuis 1508. Et alors j'ai lu que vous aviez vraiment tous les types de vins, il y a du rouge, du blanc, voilà. Et puis méthode effervescent, oui. Et alors est-ce qu'on peut goûter quelque chose? Ou par exemple avec le fromage de chèvre derrière, quel est le bon vin pour accompagner tout ça? Il y a le chardonnay, qu'on a eu une médaille d'or qui s'appelle l'Authenticus, et ça accompagne bien le fromage, oui. Voilà. Et alors, est-ce qu'on peut goûter un petit verre? Eh ben voilà. Donc on va goûter un petit verre donc de chardonnay qui a été primé. Dimitri voulait nous dire quelque chose. L'alcool toujours à consommer avec modération, évidemment. Bien entendu. Voilà, le temps qu'on Alban, se fasse vous m'entendez donc servir. Oui, Lucas. Alban, je suis désolé, on va devoir arrêter là le duplex. Le temps file vraiment et on va devoir Il n'y a s'arrêter pas là. de souci. J'allais vous rendre justement l'antenne. Voilà, nous on va tranquillement déguster tout ça et on vous dira plus tard ce qu'on en a pensé. Voilà, avec Dimitri, donc la bouteille, si Mélodie peut zoomer sur la bouteille et on vous rend l'antenne. Entendu. Merci beaucoup Alban Gamet de Saint-Germain, Dimitri Hainaut et Mélodie Sforza. Richard Orlinski, pardon. On parlait tout à l'heure de compétition justement. Est-ce que la musique, ça a toujours été une passion pour vous depuis vraiment le tout début? Oui, depuis le tout début, j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours aimé la musique. Après, j'ai attendu le moment opportun pour pouvoir effectivement lancer. J'ai un studio dans mes locaux. J'ai un studio en fait qui est assez drôle, un peu comme une factory où on fait de la musique, on fait des images, on fait de la sculpture. Voilà, donc tout est mélangé. C'est un espèce de place, un espace un peu particulier où tout le monde peut venir et on peut tout faire. Comme il y a un peu aux États-Unis, et on a moins ça en France. Et pourquoi DJ? Pourquoi vers les platines? C'était le seul moyen, moi je ne sais pas chanter, donc le seul moyen d'exprimer, de pouvoir faire traverser, de faire connaître ma musique et puis d'aller à la rencontre du public, c'était un petit peu le mode d'expression qui était le plus simple pour moi. Ouais. Est-ce que c'est une volonté de vous faire connaître aussi peut-être, de faire plusieurs choses comme ça, DJ, sculpteur, auteur? Oui, bien sûr, d'être un artiste à 360 degrés, c'est intéressant parce que ça permet, ce qui m'intéresse, c'est de faire des ponts entre tous les métiers et de tous les mondes et d'être de partager avec le plus grand nombre. Et quand on a une sensibilité ou des choses à dire, c'est bien d'être connu pour pouvoir justement les partager avec. C'est le partage qui m'intéresse, donc c'est ça quoi. C'est pas connu pour être connu, je m'en fous. C'est connu que j'arrive à rencontrer des gens différents. Hier, j'étais dans une petite ville, j'ai vu beaucoup de personnes, ils étaient contents, ils m'attendaient, on a échangé. C'est ça, c'est vraiment retrouver des vraies valeurs avec les gens. Rapport à l'humain. Voilà. Vous avez été invité, donc comme l'a dit Camille tout à l'heure dans son portrait, vous avez été invité à faire de la musique, donc un concert pour la soirée le soir où Emmanuel Macron, président de la République, a été élu. C'était comment cette soirée? Vous avez été invité déjà? Comment? Vous avez été invité à venir vous représenter sur scène là? Ah bah oui, je vais pas aller, j'ai pas tué des gens. Non, bien sûr, mais comment ça s'est passé, je veux dire Eh ben tout simplement, je vais être honnête avec vous, il y a eu plusieurs artistes qui ont été sollicités et beaucoup ont refusé. Et j'ai fait partie de ceux qui ont accepté parce que je trouvais que c'était un moment très important pour notre pays. C'était un changement. En plus, il a gagné la proposition qui était en face, était assez compliquée puisqu'il y avait le Front National en face. Oui. Donc je pensais que c'était la victoire de quelque chose qui était plutôt bien. Et puis bon, je trouvais que l'homme était dynamique, il avait des idées qui apportaient quelque chose. Et puis voilà, donc je fais pas de politique du tout. Hein. C'est que sur le moment, ça me semblait bien.
Voilà, donc voilà. Entre-temps, à part ça, je connais aussi bien son épouse, je connais Brigitte qui me suit depuis très longtemps dans l'art, donc il y a plein de paramètres. Ça n'a rien à voir avec elle, hein, c'était complètement, puisque c'est le staff d'En Marche qui nous ont contacté tous les artistes, donc lui il était même pas au courant. Hein, donc, voilà. Et c'était comment du coup ce concert? Ça vous a plu? Ah, c'était sympa. Et ben, il y avait quand même beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, les gens étaient quand même très, très contents, il y avait une vraie joie, il y avait comme une liesse, et les gens étaient vraiment... les gens étaient vraiment très très contents de ça, ils fêtaient quoi. Peu importe le concert, ils étaient là surtout pour fêter quelque chose quoi. Le concert c'était subsidiaire. C'était une fierté pour vous justement de partager ce moment de joie au final, c'était une fierté pour vous? Ah mais c'est une fierté, c'est toujours une fierté. J'ai revu il n'y a pas longtemps le président de la République et je lui ai dit, j'étais avec ma fille justement et pour nous remercier, il nous a reçu le jour au siège du parti, je crois que c'était au siège du parti, et on était les seuls à le voir parce qu'il est parti après. J'étais avec ma fille, on est monté en haut et tu te rends compte, on voit quand même le président, peu importe ce qu'on pense en politique, on est quand même avec le président de la France. République. C'est un moment, et le jour où il a été élu, on est les seuls dans son bureau. C'était un moment comme un peu magique quoi, quelque part. En tout cas pour ma fille, je lui ai dit ça va être un souvenir pour toi. Voilà, après peu importe, on aime, on n'aime pas. Encore une fois, c'est pas politique, c'est le moment, l'instant qui est quand même magique. Et voilà, et je trouve que c'était un moment, vraiment un moment d'émotion, la Marseillaise, tout ça, ce sentiment d'appartenance à ce beau pays. Il y avait c'était un mélange d'émotions qui était très positif en tout cas à l'époque. Merci beaucoup, Richard Orlinski. Je rappelle donc que votre spectacle, Tête de Kong, je vais y arriver. Tête de Kong. C'est moi, Tête de Kong. Voilà, apparemment. Tête de Kong, donc ça commence déjà, ça a déjà commencé depuis ce mois de février. Voilà, c'est une tournée de rodage. Oui. Et le rodage se termine le 17 juin à l'Olympia et en plus on part sur une tournée internationale et française où je reviens en ville pour quelque chose de plus abouti. Vous allez où un peu à l'international, vous me disiez tout à l'heure? Alors je vais aller en Chine, je vais aller au Canada, je vais aller en Suisse, je vais aller en Belgique, dans tous les pays francophones, mais pas parce qu'il y a aussi une communauté française des expatriés qui demandent à voir le spectacle, donc je vais aller un peu dans tous les pays. Très bien, c'est entendu. Merci beaucoup, merci à Richard vous. Orlinski, d'avoir accepté notre invitation. Et puis bonne continuation, vous allez peut-être faire un tour sur le salon aujourd'hui? Je sais pas s'il y a des vaches ou des veaux qui veulent prendre des photos avec moi, je sais pas. Je vais voir. Et bien pourquoi pas. Merci beaucoup, Richard Orlinski. Jérémy Richalet est avec vous maintenant. Vous allez parler donc de. Je vous laisse présenter votre invité. Ah, votre micro ne fonctionne pas. Bon, je vais vous amener un micro. C'est gentil. Je vous l'apporte tout de suite. Voilà. Tenez. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors vous le savez, toute la semaine, on vous présente les innovations digitales, numériques, un peu high-tech qui sont proposées ici dans ce Hall 4. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une start-up qui s'appelle Équilibre et qui propose un logiciel qui tend à faciliter la gestion des exploitations agricoles en réunissant toutes les données nécessaires dans un seul et même outil. Emma Dory, vous êtes responsable innovation à Équilibre. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces différentes fonctionnalités ? Alors nous, notre logiciel, il permet de faire toute la gestion à la fois de la partie production, donc production végétale, animale, avec enregistrement de toute la traçabilité de ce qui va être fait sur l'exploitation. Et après, il permet aussi d'avoir tout un pan de gestion beaucoup plus technico-économique, avec gestion des achats, vente, facturation, gestion des stocks en temps réel, jusqu'à la comptabilité. Donc toutes ces données-là vont être réunies en un seul outil pour éviter à l'agriculteur d'avoir à ressaisir toutes les mêmes données plusieurs fois dans plusieurs outils différents. Donc, tout au long de la semaine, on expliquait qu'en fait, toutes ces innovations répondent à un besoin de l'agriculture d'évoluer. C'est aussi le cas pour Équilibre. Vous aviez besoin de répondre à cette demande de gestion et de réunir toutes ces données dans un seul et même outil ? Oui. Alors aujourd'hui, la problématique qu'on voit souvent, c'est que les agriculteurs, on leur demande de saisir beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de documents réglementaires à faire d'un point de vue administratif. Donc ça, c'est vraiment le premier point, de les accompagner là-dessus pour qu'ils aient le moins de choses à saisir, le moins de temps à passer sur la partie administrative, qui n'est pas la partie du métier qu'ils préfèrent. Et en plus de ça, aujourd'hui, on voit que les agriculteurs, c'est de plus en plus des vrais chefs d'exploitation, des vrais gestionnaires d'entreprise qui cherchent sans cesse à améliorer la gestion, le fonctionnement sur leurs exploitations. Et donc, grâce à ces données-là, en fait, d'avoir des indicateurs en temps réel, ils vont pouvoir mieux comprendre et mieux gérer en fait, derrière leur choix sur leur ferme. Et j'imagine que pour aider à la compréhension de ce logiciel, vous accompagnez les agriculteurs dans une espèce de formation. Tout à fait. Donc, nous, au départ, on propose systématiquement 2 heures de formation gratuite à nos agriculteurs pour les aider à prendre en main, pour paramétrer correctement tout ce qu'il faut, pour qu'ils comprennent la logique globale et pas être un peu perdus face au logiciel au démarrage.
Question qui peut paraître un peu bête, on va dire. Est-ce que c'est un produit destiné uniquement aux jeunes agriculteurs ou est-ce que vous vous rendez compte que finalement même les plus anciens, entre guillemets, ils sont réceptifs? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit vraiment un attrait des plus jeunes agriculteurs pour ces outils-là, parce qu'ils y sont formés aussi au départ et qu'ils ont grandi avec toute la nouvelle génération. Donc ils voient tout de suite l'intérêt de ces outils. Après, même dans les plus anciennes générations, le besoin de toute façon, il existe. Donc on a quand même des agriculteurs qui sont très connectés malgré tout et même dans les anciennes générations, ils s'y mettent et ils y prennent goût assez rapidement. À ce jour, combien vous avez d'abonnés sur Équilibre? Aujourd'hui, on est à 3000 abonnés sur nos plateformes, plus de 3000 abonnés inscrits sur nos plateformes. Et un abonnement égale une ferme. Un abonnement égale une ferme. Après, sur chaque ferme, ils peuvent créer plusieurs comptes utilisateurs, mais on a bien un abonnement correspond à une ferme. Merci beaucoup Emma Dory. Lucas, c'est à vous. Merci Emma Dory, merci Jérémy Richalet. Avant de terminer cette édition de À travers champs, on est avec vous Bastien Cochet de nouveau. Rebonjour. Rebonjour Lucas. Et c'est l'heure donc de faire un petit programme de ce qui va se passer aujourd'hui. Et oui, pour ce 7e jour de salon, on va encore parler de miel, mais cette fois-ci on va apprendre à le cuisiner et non pas à l'extraire ou à enfiler une tenue. Ce sera avec Guy Marie, qui en fait est un pâtissier de formation. Il est surnommé le berger des abeilles. C'est pour vous expliquer à quel point il prend soin de ses petites abeilles. Et il vous apprendra à faire une pâte caramel au miel des Hautes-Alpes. Donc ce sera sur le stand des Hautes-Alpes, pavillon 3, et ce sera de 10h jusqu'à 14h. Très bien, c'est tout? Et non, ce n'est pas tout. Puisqu'en fait, comme tous les jours, je vous présente une activité à découvrir pour les enfants, pour qu'ils ne s'ennuient pas au sein de l'agriculture, s'ils ont envie de jouer un peu. Et si vous vous demandez ce que vous mangez, ce sera un atelier sur la nourriture des animaux et l'importance des céréales dans l'équilibre alimentaire des animaux. Alors il y aura des professionnels qui expliqueront le bon régime à adopter en fonction des animaux et à la fin de l'atelier, les enfants pourront, avec leurs parents, aller nourrir les animaux en utilisant le programme qu'ils avaient choisi. Okay. Et il y aura aussi des plantes, mais cette fois-ci pas comestibles, enfin en tout cas c'est ce qu'on peut penser. Ce sera sur le stand de la Drôme, qui est juste à l'entrée du pavillon 4, juste à côté de notre plateau. Toute la journée, il y aura des ateliers, des dégustations de PPAM. Alors, des PPAM, c'est des plantes à parfum aromatique et médicinal. D'accord. Donc, ce sera un atelier découverte et confection. Vous pourrez faire un baume à base donc de PPAM et on étudiera le processus des distillations. Mais attention, il y aura surtout une dégustation. Alors, moi, je ne pensais pas qu'avec des plantes à parfum aromatique, on pouvait faire de la cuisine. Mais un chef cuisinier drômois utilisera ces plantes pour faire un pintado de la Drôme aux herbes et des croquants de Provence à la lavande. Voilà. C'est donc pavillon 4, juste à côté de notre plateau. Et pour finir, de l'alcool, mais avec modération, bien sûr. Voilà. Et en fait, c'est sur le pavillon 3, les Hautes-Alpes, encore eux. Ce sera de 17h à 18h et ce sera une petite animation sur le génépi. Alors, est-ce que vous connaissez le génépi, Lucas? Alors, je connais, mais j'ai jamais goûté. Alors, le génépi, c'est... Donc, je connais pas. Vous ne connaissez pas encore, mais du coup, à 17h, vous pourrez y aller. Le génépi, c'est la plante star, en fait, des montagnes alpines. Et ce sera la maison Guillaumette qui sera sur ce stand. C'est une plante, le génépi, qui pousse entre 2000 et 3700 mètres. On en fait de la liqueur. Une liqueur qui apparemment a des vertus absolument magnifiques puisqu'elle est utilisée comme stimulant gastrique ou pour calmer la toux. Donc voilà, donc c'est dans le pavillon 4, le stand des régions Hautes-Alpes. Très bien, merci beaucoup Bastien Cochet pour ce programme du jour. À travers champs, c'est terminé. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, regardés. Je rappelle que vous pouvez évidemment retrouver toute la vidéo, le replay de l'émission sur Facebook, sur le Facebook de Fréquence ESJ. Et demain, donc, nouvelle émission. Ce sera animé par Dimitri Hainaut et co-animé donc par Hugo Franceschi. Nous recevrons le président de l'UPR, François Asselineau. Et nous recevrons aussi, attention, les voix des Simpsons, Philippe Pétieux et Véronique Augereau. Donc les voix d'Homer Simpson et de Marge Simpson seront demain avec nous. Donc n'hésitez pas à nous suivre, même sur les réseaux sociaux, et posez vos questions aussi au hashtag siècle vert. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui, à demain.